Bienvenue à tous sur le Brap Show en partenariat avec MGT Design. Pour les kits déco 200% perso, c'est @mgtdesign-mx sur Instagram. N'hésitez pas également à aller voir leur page @mgtdesign-racewear pour les tenues 200% perso MGT Design. Elles viennent de sortir et ça bosse dur là-bas pour faire des tenues vraiment de qualité. Vous n'avez jamais vu ça. C'est pas compliqué, c'est du jamais vu. Nous, on va se pencher sur l'épisode 23 du Brap Show. Et c'est quand même fabuleux que Julien Baumer, avec son numéro 23, gagne sa première course pour le 23e épisode. Moi, je pense que c'était prémédité. Comment fait exprès? Exactement. Donc, on va revenir sur victoire de Julien Baumer, la course folle d'Eli Tomac, Sexton qui nous a fait du Sexton. Vraiment, mais d'un autre côté, je suis content parce que j'ai vraiment l'impression de retrouver le Sexton de la Honda, mais sur une KTM. Mais du coup, pour tout le reste de l'année, ça devrait être bon aussi, quoi. Je vais juste préfacer cet épisode parce qu'on a parlé genre pendant 10 minutes de tendon d'Achille dans l'épisode précédent au début. Faut savoir que Evan Ferry s'est déchiré le tendon d'Achille à Anaheim. Donc un de plus. Ou un de moins. Il va peut-être falloir songer à quand même pas être trop flex sur les chevilles, quoi. Et il roulait en pro là? Il était parti pour rouler en pro? Ouais, il a roulé en pro à Anaheim. Donc Evan Ferry, pour ceux qui ne se rappelleraient pas, a fait une course l'année dernière sur la Triumph. Et après, il a tapé le mur à Detroit et il est resté off un petit moment. Et en fait, il me semble qu'il n'est pas revenu rouler pour Triumph parce qu'ils se sont séparés en cours d'année. Et là, il roulait pour un team privé Honda, je crois. Je ne saurais pas dire lequel, je ne me souviens plus. Mais donc ouais, à nouveau, un tendon d'Achille déchiré. Ça commence à faire beaucoup. Bon, sinon, Mister Mrap, San Diego, c'était comment? C'était pas mal. Hein. Depuis la télé, bien sûr. Ouais, c'était pas mal. Là, il y a eu de la bagarre. Il y a eu de l'intensité. J'ai bien aimé. On parle tout de suite de Joe Shimoda. Cette fois, il doit être vraiment énervé, là. Ouais, là, je crois que là, il va s'énerver. Et encore il va s'énerver. Et encore parce que, excuse-moi, mais on l'a vu du coup dans les pits et tout. Comme ça. Il paraît qu'en sortant enfin, il paraît, c'est sûr, hein, parce que c'est Jason Thomas qui l'a rapporté lui-même, mais qu'en sortant du camion des médecins, il a dit j'aurais pas dû rouler aussi près des barrières. Il se prenait la faute pour lui, quoi. Il disait c'est lui qui avait fait une erreur. Bon, Jason Thomas lui a dit non, mais ne te blâme pas, t'as rien fait, c'est juste vraiment pas de bol, quoi. Mais Steve Matthes de Pulp MX, qui est un ancien mécanicien, il dit ça arrive fréquemment de toucher un guidon ou quoi avec le panneau. Bon, généralement c'est plutôt avec la partie plate, mais il dit que lui-même il a déjà touché des pilotes avec son panneau par erreur, évidemment. Bon, il a jamais pété des doigts. Là, c'est vraiment pas de bol quand même. Taper sur la tranche et ouais, doigt cassé pour Joe Shimoda. On pense qu'il roule à Anaheim 2 parce qu'il a quand même serré les dents toute la soirée. 7e en finale, c'est décent. Il a sauvé des gros points. Mais malgré ça, des doigts cassés, normalement, on met quand même un plâtre ou quelque chose comme ça, non? Tu mets une attelle, ouais, avec le bâton de glace, là, tu sais, du Magnum sous le doigt. Mais non, ouais, j'ai vu un post justement de lui hier là, qui disait qu'il serait un peu en meilleure santé la semaine prochaine, du coup, avec une semaine de repos. Ouais, mais bon, les doigts seront toujours cassés, quoi. Ouais, après, ça dépend encore une fois comment c'est cassé. Hein. Je pense que en fonction de comment c'est cassé, si c'est un trait de fracture ou après les doigts étaient moches quand même. Mais tu vois la fracture que j'avais au pouce, typiquement, j'aurais eu la même, c'était douloureux, mais je pouvais rouler comme ça, tu vois. Oui. Donc en fonction de comment c'est cassé, Après, ça va que c'était la dernière phalange aussi pour toi. Ouais, du pouce. et du pouce. Donc là, c'est sûr que pour l'appréhension, après c'est pareil. Hein, les deux derniers, c'est pas les plus importants pour tenir le guidon. Non, mais sachant qu'il roule quand même avec un doigt sur l'embrayage, ça veut dire qu'il tient le guidon à 2 doigts. Il tient plus grand chose. Donc ouais, c'est sûr. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je me dis souvent, moi justement, depuis que je regarde des courses, je me dis ces panneaux là en supercross, ils passent à chaque fois super proches et au dernier moment, tu vois, c'est élevé comme ça. Et plusieurs fois, je me suis fait la réflexion, waouh, il était à 2 doigts de s'en prendre un lui, ou ça m'étonne qu'on n'ait pas déjà vu ça, parce que moi, depuis que je regarde des courses, tu vois, je pense qu'à la télé, en tout cas, de ce qu'on nous montrait à la télé, peut-être que c'est arrivé sur plusieurs épreuves, mais qu'on le voyait pas à la télé.
j'ai pas vu ça arriver. Et du coup, là que ça arrive, effectivement, en plus, ouais, il tape sur la tranche, quoi. Donc, c'est la haine, quoi, de se casser les doigts comme ça. Surtout que, enfin, c'était pas son mécano, je pense pas. Hein. Il y avait effectivement du Non, bleu là sur. c'était le mécanicien de Coty-Choc. Ok. Donc c'est pas le mécanicien de Digan qui a fait ça pour le titre. C'était pas prémédité non plus, c'est un accident. Ouais. Alors après, oui, certes, ça reste un mécanicien Yamaha. Mais ouais, c'est celui de Coty-Choc. Et bon, bah, évidemment, de toute façon, c'était pas fait exprès. Hein. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que tu te demandes quand même pourquoi le panneau s'est retrouvé comme ça, quoi. C'est que. Mais souvent, les mecs, en fait, donc ils le présentent comme ça et le panneau est face au pilote et ils le retournent pour le ramener parce que tu sais, ils posent leurs bras un peu sur la barrière et donc bah, si tu le ramènes comme ça va taper. Donc souvent, tu le tournes pour pouvoir le ramener. Tu fais ça vite en plus. Ouais. C'est un peu Ah, une bah, c'est question vrai, d'habitude. ouais. Quoi. Oui, en fait, non, c'est quand ils le mettent, des fois que tu les vois faire ça, tu le vois un peu passer au-dessus le bras. Et ouais, peut-être qu'il y en a quand même qui l'enlèvent comme ça parce que je pense qu'ils ont des panneaux quand même pas trop lourds, eux. Mais ouais, ça fout la haine. Clairement. Bon, mais donc du coup, toi, tu penses que c'est réaliste et que Yoshimoda va rouler à Anaheim 2 ? Oui, moi je pense qu'il roule. Et j'aurais bien aimé voir une radio justement, voir un peu là comment c'était cassé. Docteur Bra peut voir l'état non, des mais eaux. justement ouais, pour se rendre compte quand même, parce que c'est vrai que c'est souvent, je trouve que les gars. Tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé là un peu avec Roxane de se dire ouais, il fait un peu la chochotte, tu sais, maintenant, genre j'ai une petite chute et tout, et j'ai mal à la cheville ou j'ai un truc comme ça. Et puis après, c'est vrai que le lendemain, le lundi, il te met une photo de sa cheville sur les réseaux, tu vois que le truc il a triplé de volume, il est tout bleu, et tu te dis ah oui, quand même, il a pris un coup en vrai, tu vois. Et alors que sur le moment, vu qu'en plus il continue, où c'était arrivé, je crois justement. Sur la fin du championnat, je sais plus si c'était l'année dernière ou non, l'année d'avant du coup, parce que l'année dernière il s'est blessé au genou, mais l'année d'avant il me semble qu'il a pas terminé justement et il était en position pour être deuxième au championnat devant Webb, si je dis pas de bêtises. Et il pose son pied dans un virage à Salt Lake au ouais. début de finale et il arrête. Et même il avec voulait douleur au revenir genou. du coup pour faire le dernier tour juste pour marquer les points de la peut-être 19 ou 18e place qui aurait suffi pour passer devant, et qu'on lui a interdit, on lui a dit non, si t'es sorti, tu peux pas rentrer. Oui, parce qu'il fallait rester en plus, il sur avait quitté le stade en fait. Voilà. Il était sorti de l'enceinte du stade, il était parti dans le tunnel et donc là, il avait plus le droit de revenir. Ouais. Et donc c'est là que tu te dis, mais là tu voulais revenir pour faire le tour, donc déjà effectivement un peu bête, fallait rester sur la piste, enfin sans rouler, d'accord, tu vois, derrière les mécanos peut-être, ça tu peux. Sur le coup, ça lui faisait peut-être plus mal et il a cru que c'était grave et bon, après 10 minutes, peut-être que en fait, genre quand tu prends une béquille, ça fait super mal sur le coup et ça se dissipe très vite. Peut-être que bon, tu prends pas il a pas pris une béquille au genou, mais c'était peut-être un cas similaire où sur le coup vraiment ça lui a fait mal. Il s'est dit il y a quelque chose qui va pas. Puis 5 minutes après, il disait en fait non, ça va. Ouais, mais et voilà, c'est vrai que la première chose que je me dis, c'est Roxane, c'est bon, t'abuses, tu vois. On sait que maintenant il est quand même un peu plus prudent depuis qu'il a eu ses grosses blessures. Et je me dis t'abuses là, tu vois. Si t'étais prêt à repartir, roule, c'est bon. Et puis après, c'est vrai que le lendemain, je crois le lundi ou le mardi, il met une photo de sa cheville et tu vois le truc. Et là, c'est pareil, tu vois la main, elle est pas belle quand même. Hein. T'as presque l'impression justement, ça a même pas gonflé au niveau de là où ça a tapé sur l'auriculaire là. Oui, il y a encore la trace du panneau. Voilà, ça fait boudin des deux côtés, ça a gonflé partout, sauf là où ça a pété. Donc t'as presque l'impression que la fracture, je la vois de l'extérieur. Donc ouais, non, ça serait intéressant de voir un peu comment c'est cassé, quoi. Et du coup, avec une semaine de repos, tu penses qu'il peut faire quoi à Anaheim 2 ? Je sais pas s'il peut faire beaucoup mieux. Hein. Après, je te dis, c'est toujours pareil. Ça... Ouais, non, mais même de toute façon, même avec un. Ouais, non, quand même, je pense qu'il fait pas beaucoup mieux. Hein. Ouais, moi, je vois ça compliqué quand même. Je pense qu'il va essayer de sauver des points jusque là. L'avantage, c'est que, enfin, tu vois, il y a personne. Enfin, après, sauf si Baumer enchaîne les perfs comme ça. Mais tu vois, c'est vrai que tu prends en référence un peu Digan parce que c'était le favori. Tu dis que pour l'instant, de Digan, il en est pas loin, quoi. Parce que Digan a fait 7-5. C'est ça non, 7. Non, il a fait 3 là. Là, il a fait 3. Il a fait 5 et 3. 5 et 3. 5 et 3. 5 et 3. Au final, Shimoda, en faisant 1 et 7, il est pas loin de Digan encore, tu vois, au niveau des points. Ouais. Donc là, pour l'instant, ça va. Après, je sais pas quand est-ce qu'ils ont une pause. Il leur reste combien d'épreuves là à faire ? Alors encore 2, parce que là, il y a Anaheim 2. Ensuite, il y a Glendale, premier Triple Crown. Et je crois qu'ensuite, ça part à l'Est. Ouais, donc encore 2 quand même. Ça fait des points à perdre. Là, pour le coup, ça... Il va s'handicaper un peu. Et après, ils ont combien de temps de pause ? Parce que des fois, il me semble que l'Est, ça j'ai pas vérifié, aussi. Mais pour le coup, là, je crois qu'il doit y avoir 3 épreuves à l'Est au moins. Okay. Donc ouais, il va avoir un petit peu de temps, mais même si, admettons, c'est que 3 à l'Est avant de revenir à l'Ouest, ça lui laisse que 5 semaines où il a roulé quand même 2 fois.
pris des risques de tomber sur sa main, et en tout cas juste s'en servir, quoi. Donc, ouais, à la limite, la fracture sera tout juste consolidée, en théorie, après 5 semaines, si tout va bien. Et là, ça manquera quand même de roulage, parce que je pense qu'il ne va pas rouler beaucoup à l'entraînement avec ses 2 doigts cassés, quoi. Ouais. Je me disais, est-ce que toi, tu le ferais donc, tu vois, tu disais, tu mets une attelle avec les 2 bâtons de glace pour que les doigts soient droits, mais les immobiliser, mais même limite peut-être scotcher les 3, tu vois, courbés, et comme ça, sur la poignée, tu es toujours en position agrippée. Non, c'est chaud, Voire ça. limite scotcher la main au guidon. Ah non, tu peux pas faire ça parce que tu fais quand même des ajustements. Quand bien même t'enlèves pas la main pour retirer un tir-off déjà, ne serait-ce que ça, c'est-à-dire qu'il retire plus le tir-off. Ouais. Tu fais quand même des ajustements, tu vois, quand tu vas whipper un petit peu, bah t'as quand même les mains qui s'ouvrent un peu, tu vois, tu peux pas rester accroché comme ça, ce serait dangereux d'être complètement accroché au guidon. Puis en cas de chute aussi, pouvoir lâcher. Ouais, non, c'est pas une bonne idée. Après, effectivement, peut-être par contre de mettre sur la prise, après tu tiens pas grand chose, quoi. Donc, mais déjà, j'étais étonné parce qu'il roulait avec un gant cassé, troué justement, alors que ça lui avait pas troué le gant lui. Donc, au début, je me suis dit, mais pourquoi il a pas changé de gant? Je pensais que c'était le choc qui avait troué ses gants, en fait. T'es non. sûr que c'est pas le choc qui lui a déchiré Non, un peu parce les que gants, après il y avait un peu de sang et tout sur son gant aussi, et moi je me suis dit que il avait mal à la main et qu'il s'est dit je retire pas le gant de la journée. Ben, je pense pas parce que quand il est comme ça justement dans les pits là qu'on le voit justement se tenir la main la toute première fois là qu'on a l'image pendant les essais, tu vois qu'il se tient, il y a aucun trou, il y a même pas encore de sang sur le gant, tu vois. Okay. Et après je me dis peut-être que sinon vu que ça commençait à gonfler, il commençait à être peut-être c'est un peu serré dedans, donc ils ont fait ouverture, tu vois, pour décongestionner un petit peu, laisser le gonflement et la réaction inflammatoire agir. Mais ouais, et puis après, je sais pas, ils ont fait des trucs bizarres. Là, ils ont rajouté une partie, peut-être pour rajouter une épaisseur et protéger. Il y avait un truc noir par-dessus. Il avait l'air d'avoir pour le coup, juste les 2 doigts scotchés ensemble, ou un bandeau, quoi, pas de scotch, mais ouais. Bon, bah écoute, c'est dommage quand même parce qu'il avait. Il a gagné la première. Il était pour une fois en bonne posture dès le début du championnat. Et honnêtement, ça va probablement encore pas être pour cette année, hein, pour Shimoda. Là, c'est vraiment pas de bol, quoi. Est-ce que tu penses que du coup, il faut commencer, ça y est, il faut prendre des mesures, interdire les panneaux, mettre les communications dans le casque? Non. Est-ce que tu penses qu'il est temps de faire quelque chose parce que là, c'est arrivé à Shimoda et c'est trop? Non. Moi, je pense que ça c'est dangereux les trucs dans le casque là. Moi, je me vois pas ça. Et puis ouais, non. Et tu sais, souvent quand ils en parlent de la communication dans le casque, tu as parfois même des anciens pilotes pros, hein, qui disent ça pourrait être bien juste pour des questions de sécurité. Par exemple, il y a un pilote par terre derrière un seau. Bon, bah là, si tu entends dans ton casque attention, tel saut, il y a un pilote à terre, il faut pas sauter. Tu vois, en plus des drapeaux ou quoi, ça peut être bien. Mais je me dis oui, mais si c'est un message général que toi tu es sur la ligne d'arrivée et que l'accident il est dans les whoops, c'est pas le moment de te le dire, tu vois. Genre, faudrait que ce soit vraiment un truc automatique qui dit attention quand tu arrives dans la section, quoi. Ouais, ça faudrait que ce soit de la responsabilité du coup des mécanos justement, de celui qui est en communication avec le pilote, mais pas de messages généraux comme ça. Mais non, mais même t'es déstabilisé. Tu vois, moi ne serait-ce que pour aller courir dans la rue, je cours pas trop avec de la musique, ou alors je la mets pas très forte, tu vois, pour quand même être alerte de ce qu'il y a autour de moi. Et donc là, rouler en plus, t'es là en train de te concentrer sur l'ornière que tu vas prendre, machin, et puis t'entends quelqu'un là te parler d'un truc. Attention derrière toi, attention dans l'intérieur. Tu vois, je pense que ça risquerait de instinctivement, bon après c'est de la responsabilité de chacun on fait pas de commentaires sur s'il y a quelqu'un qui vient dans l'intérieur ou pas, tu vois. Mais ouais, non, moi je pense que c'est pas une bonne idée ça. Par contre, après peut-être mettre justement des sanctions aussi pour sensibiliser un peu ceux qui le font et qu'ils fassent plus attention à ça, tu vois. C'est que là, l'autre, tu lui as pété les doigts, bah il se passe rien, tu vois. Peut-être sanctionner le pilote du mécano. Ça responsabiliserait un peu plus les mécanos pour ne pas avoir la responsabilité ou le mécano ou le team. Ouais, mais ça c'est quoi? C'est une amende et c'est peanuts, quoi. Pour le team de Digan, ça dépend pour les teams. Ça dépend des teams, mais même une amende c'est peanuts pour Digan, mais tu vois déjà pour Cotichoc, je pense que ça lui fait ça l'emmerde un petit peu plus. Ouais, mais voilà, mais c'est ça. Et pour le mécano de Cotichoc, même si tu lui mets 500 balles d'amende, je pense que ça l'emmerde bien. Je sais pas.
Parce que, à mon Mais avis, ça, c'est pareil, ça il dépend, gagne pas c'est que- 70 000 à l'année, le mécanicien de Cody Bah Shop, voilà, tu mais vois. ça dépend. Le mécanicien de Kotchok, non, mais celui de Digan, par exemple, je pense que ça lui fait un peu un trou aux fesses, hein, parce qu'à mon avis, ils prennent des pourcentages sur les victoires aussi, hein, les mécanos. Et Mais ça, je crois que si tu t'accordes avec ton pilote. Ah ouais. Ouais. Le team, il reverse pas au mécano des bonus comme le pilote. Ouais. Donc, bon, généralement, j'avais entendu dire que la coutume, c'est genre 10%. Le pilote, il reverse 10% de ses bonus à son mécano. Mais, Parce que 100 000, non, ouais, si c'est en 450, 100 000 une victoire de finale. ouais, c'est en 450. 100 000, Tu vois, 100 000, tu prends 10 000 déjà parce que ton pilote il a gagné en une soirée. Ça va, ouais, hein. c'est vrai. Ouais. Tu manges bien le lendemain. Donc non, voilà, je pense que et c'est pas équitable surtout. C'est que voilà, c'est que le mécano d'Anthony Bourdon peut-être, tu vois. Enfin, je dis le mécano d'Anthony Bourdon, j'imaginais s'il était venu avec son mécano de France où on sait que les mécanos en France, voilà. Et ben lui, tu lui mets 500 balles, là, c'est sûr que lui il va super faire attention et tout. Voilà, le mécano de Digan ou d'un Tomac ou d'un mec, je sais pas combien de Au victoires. contraire, il va se dire pour 500 balles, ça vaut le coup Ouais. de péter les doigts de la concurrence. Exactement. Pour le nombre de ronds qu'il va me rapporter à gagner à la place de Shimoda, après Digan ou tu vois un autre. Donc toi, tu voudrais voir peut-être des points retirés au pilote. Ouais, éventuellement, tu vois, parce que c'est vrai que alors c'est un Après, peu dur parce que Il faudrait qu'on puisse vraiment prouver que c'était intentionnel, tu vois, parce que pour le cas Non. de Cody Ah Shock, non. c'est un accident qui est fait par ton mécanicien, c'est même Mais- pas toi. Ah ouais, mais intentionnel ou non, tu t'as quand même pété et ruiné peut-être la saison d'un pilote là. Donc évidemment que si c'est encore une fois le contexte est important et que si c'est intentionnel, ça doit être plus sévèrement puni que si c'est non intentionnel. Mais enfin, demain tu tues quelqu'un dans la rue, t'es condamné. Alors c'est sûr que si c'est fait exprès, T'es beaucoup plus condamné. T'es plus condamné que si tu l'as pas fait exprès, certes, mais t'es quand même condamné si tu l'as pas fait exprès parce que t'as quand même fait quelque chose qui a des répercussions Oui. et pour lequel tu dois être sanctionné, même si c'était pas fait exprès, pas voulu et vraiment une erreur. Oui, mais demain tu tues quelqu'un dans la rue, tu es condamné. Ton mécanicien tue quelqu'un dans la rue, c'est pas toi qui est condamné pour lui, tu vois. Ouais, mais c'est, je dis toujours, le sport individuel le plus collectif que je connaisse, le motocross. Donc voilà, ça fait partie un peu du truc. Je veux dire, le mécano, il aide le pilote. Enfin, je pense qu'il y en a pour certains, en fonction de ce que tu vas lui mettre sur le pitboard, ça peut changer un peu la donne, tu vois, au niveau de la course. Tu lui dis, ouais, c'est bon, tranquille et tout, alors que le mec il te met la pression derrière, il va être tranquille, il va se faire doubler, et c'est de la faute du mécano un peu. Enfin, tu vois, il a sa part à jouer, il a sa responsabilité dans la réussite du pilote, même si je pense qu'elle est quand même minime par rapport au travail que fournit le pilote. Mais Puis je pense que c'est surtout dans le fait de remonter la moto avant la course et que tout soit bien remonté et qu'il n'y ait pas de aussi, soucis il y a aussi mécaniques. l'avant-course, Je pense que l'après-course de je maintenir. je trouve que le rôle du mécanicien et son impact sur la performance, il se trouve plus là que vraiment sur ce qu'il va écrire sur le pitboard, quoi. Ça aide aussi. ou pas ce qu'il met sur le pitboard, mais je trouve que ça reste, c'est peut-être 1%, même pas un demi-%. Ouais, ou les clics que tu vas mettre la justement course. dans les essais, là, des clics par-ci, des clics par-là, machin. Oui, s'occuper de la moto, enfin voilà, il a un rôle et il les remercie à chaque fois sur le podium. Je pense que justement, c'est pas spécialement le team qui leur dit tu dis merci à ton mécano, mais c'est que c'est vrai qu'ils s'occupent de tout. Enfin, tu les vois, les mecs, ils ont fait de la moto toute leur vie et à la fin, ils savent pas changer des plaquettes de frein. Donc, tu vois bien qu'ils sont importants, les mécanos, quand même, durant leur carrière. Donc, ouais, non, moi, je mettrais ça et je pense que ça les responsabiliserait un peu plus parce que non seulement eux, alors, ou peut enfin, ouais, non, avec une amende, encore une fois, on revient toujours au fait qu'ils n'ont pas tous les mêmes moyens, donc il y en a pour qui c'est plus compliqué que d'autres. Mais ouais, pour que quand même le mécano ait une sanction à lui aussi, tu vois, que ça sanctionne pas juste son pilote, mais à la fois, enfin, quand ça sanctionne quelqu'un d'autre que toi, en plus, ça fait encore plus chier parce que tu dis bon bah, c'est moi, bah voilà, je paye s'il faut, je m'en fous. Enfin, tu vois, c'est souvent la réflexion, arrêtez de me faire chier, c'est bon, je paye et voilà, basta, tu vois. Bah là, ouais, non, tu peux pas payer, c'est ton pilote qui a payé. Donc quoi qu'il arrive, tu peux pas dire ouais, c'est bon, je paye et non. Après, est-ce qu'on doit sanctionner le mécanicien alors que tu vois, c'est pas eux qui mettent en place la zone des mécaniciens et qui est si proche de la piste? Tu vois, en outdoor, ça pourrait même pas arriver parce que tu as au moins 1 mètre entre les deux. Mais c'est vrai que du coup, une autre solution, effectivement, ce serait peut-être de doubler le ballot de paille, tu vois, et donc de mettre une distance qui fait que tu peux pas. Et c'est vrai que, enfin, je veux dire, tu es quand même dans la ligne. Tu regardes là, enfin, pour être un pilote du dimanche matin et avoir roulé
sur des terrains où il n'y a pas spécialement de zone de panneautage ou qu'elle est loin de la piste, tu vois, tu jettes le coup d'œil, quoi. Donc, Si tu veux l'info, tu vas la chercher, quoi. Exactement. Et tu vas faire des manches où tu regardes jamais le panneau alors que c'est hyper accessible, puis tu vas faire des manches où tu vas le chercher parce que tu veux avoir une petite info, quoi. Voilà, et puis, ouais, t'es pas collé du coup, et puis en motocross, justement, où. Alors après, il y a peut-être un peu plus de distance et tout, mais enfin, moi, je pense que c'est vrai que tu pourrais le reculer un peu ou faire un ballot de paille justement un peu plus épais, sans forcément le doubler et qu'il se retrouve à 2 mètres de la piste, mais de façon à ce que quand tu tendes le bras, bah, au final, ouais, le pilote qui passe même le plus proche du ballot de paille, il touche pas. Et puis peut-être que ça leur donnerait une sécurité aussi un peu supplémentaire, parce que enfin, on a déjà vu des mecs qui. Quand il faut les mécaniciens. voilà, et quand il faut une petite bosse comme ça, justement, si c'est un petit double ou quoi, tu sais, en sortie de virage, Ouais, qu'ils ouais. le prennent à la corde, bah, des fois atterrir un peu à côté et se retrouver dans les mécanos. Donc, ouais, ça pourrait être plus sécuritaire pour tout le monde. Donc du coup, plutôt une amende pour les organisateurs. Non, mais effectivement, de toute façon, il faut toujours qu'il se passe quelque chose pour pouvoir faire bouger les choses. Ouais. Bon, alors, Juju Baumer, numéro 23, première victoire. On entendait déjà avant le début du championnat qu'il envoyait fort sur le terrain d'entraînement. Après, on entend souvent au mois de décembre que tout le monde roule très fort au terrain d'entraînement. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais j'avoue que plus que juste le fait d'avoir gagné, c'est deuxième la semaine dernière à Anaheim. Premier maintenant. Et ouais, donc bon départ. Il est allé doubler Cole Davis. Il me semble qu'il part deux, Baumer. Et course solide en tête. Et ouais, je sais pas, c'est vraiment, c'est pas un coup de bol, quoi. Non, je suis sûr qu'il est, je pense qu'il est à sa place pour le coup. Et plaque rouge du coup aussi Ouais. à Anaheim 2. Ah, j'allais dire 2 plaques rouges, mais non, du coup, Sexton la perd. Ouais. Mais non, ouais, c'est pas mal. Puis tu vois que le garçon, il est déter et tout. J'aime bien l'état d'esprit. Ouais, il était content de gagner sa finale, mais c'est vrai que sur le podium, Il repart au travail là. ouais, limite sans émotion, quoi. C'est un peu ce que TV il dit tout le temps, tu sais, genre t'as gagné, c'est bien, c'est ton boulot, t'as fait ton boulot. Bah, t'avais l'impression qu'il avait fait son boulot, quoi. Ouais. C'est bon, il est 17h, les gars, je rentre. Ouais, c'est un peu ça. Et mais après, je pense qu'il est quand même de nature à être un peu stoïque, quoi. C'est que dans n'importe quelle interview, tu sais, il n'y a jamais un moment où même il va lâcher un peu un sourire ou quoi. Ouais, je pense que c'est un peu c'est dans le personnage, mais c'est vrai qu'à la fin de la finale, il savait plus trop où aller, quoi. Il est parti marcher devant, derrière, il est parti un peu partout, il savait plus, il savait plus où se mettre, donc il était un peu déstabilisé quand même et content d'avoir gagné. Et du coup, KTM, est-ce que ça va être plus de pression à Tom Vial si à la fin du segment de côte ouest, Baumer est toujours en tête du championnat? Je sais pas, ouais, parce que je sais pas aussi, Vial, il a pas eu l'occasion de rouler avec Baumer là pendant l'intersaison. En course, non. Après, j'imagine que. Non, pas en course, mais je sais pas s'ils à sont l'entraînement. entraînés ensemble. Bah, j'imagine que quand ils font du testing, ils le font ensemble parce que KTM va pas s'amuser à aller faire une journée de testing avec Vial, puis un autre jour avec Sexton, puis un autre jour avec Baumer, un autre jour avec Plessinger. Donc j'imagine que sur les journées de testing, ils ont roulé ensemble, mais après faire des manches, non, effectivement, ils s'entraînent pas ensemble, donc je pense pas trop. Ouais, non, je pense pas. Je pense que Vial, il doit être confiant là, parce que ouais, non, franchement, moi personnellement, je suis confiant. Les vidéos que je vois sur C'est vrai Insta, que de ce qu'on a vu sur les réseaux, ça roule bien. Je trouve qu'il a vraiment passé un step là, donc je suis curieux de voir ça en course. Et puis au final, il aura la cote la plus relevée quand même. Hein. Mais du coup, oui, c'est fou parce que ça aurait pas dû être. Ouais. Et au final, avec tous ceux qui sont Levi, obligés de. Hampshire. Après, est-ce que tous ces tops qui devaient rouler à l'ouest et finalement rouler à l'est seront à 100% pour le début de l'est aussi, tu vois? Bah, Levi, oui. Enfin, je sais pas ce qu'il en est là, mais je sais pas s'ils ont trouvé quelque chose dans ses prises de sang ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu d'infos sur ça. En tout cas, moi, je suis pas au courant. Moi non plus. Mais je pense que justement, je pense pas que ce soit quelque chose de très grave. Après, je peux complètement me tromper, hein. Mais je pense qu'il n'y avait pas quelque chose de très grave, mais que juste très chiant. on met un gros billet sur Kitchen chez Pro Circuit pour le titre. L'année dernière, il est passé un poil de fesse de l'avoir. Donc là, non, je pense qu'on met vraiment le max. Et du coup, bah, on est à fond derrière lui. Donc le moindre petit truc, t'es fatigué, pars de l'autre côté. Par de l'autre côté, on veut que tu sois dans les meilleures conditions. On mise sur toi. Ça va pas, Levi? Tu veux un petit peu de son, Levi? Mais non, Levi McAdoo. Il fait assez chaud dans la voiture. D'ailleurs, du coup, il s'est blessé aussi, hein, Masterpool, je crois. Ouais, j'allais y venir, mais ouais, Masterpool s'est fracturé aussi des doigts, je crois, ouais. de ce que j'ai vu sur Internet. T'as quand même dit,
Time Master Pool, son objectif, du coup, c'est de gagner le titre en Ouais. outdoor. C'est ce qu'il a dit. Du coup, il va falloir réparer les doigts vite. Hein. Ouais, bah, parce que du coup, ouais, il roule pas la semaine prochaine. Alors, a priori, il roule pas et ça va être Drew Adams, le pilote amateur, qui va du coup faire son entrée chez les pros. Lui il a bien roulé, je crois. Il a roulé aussi dans le championnat national canadien l'année dernière, dans le cadre de sa préparation. Bon, j'ai noté Smith deuxième. C'est un début de saison quand même ultra solide pour Jordan Smith. Ouais. C'est solide, mais tu vois, pour le titre, par exemple, moi je le vois pas. Je pense qu'il manque, enfin, sauf s'il passe un step, mais je pense qu'il manque un peu de vitesse là quand même, le garçon. Mais du coup, c'est régulier quoi. Mais ouais, je pense qu'il manque un peu. Et s'il en met plus, il se met par terre, c'est ça? Je sais pas ce qui manque. Après, peut-être qu'il fait justement un début, il va monter en puissance petit à petit, mais. Ouais, je pense qu'il manque un peu de vitesse. Mais bon, il est là, il prend des plus ou moins bons départs et puis il fait son petit bonhomme de chemin, tu vois. Mais bon, il a pas. Ouais, puis troisième à Anaheim, deuxième à San Diego. La prochaine Ouais, étape, c'est sûr la que victoire. Hein. Arrête, si on parle juste des résultats sur le papier, on est bon, c'est très bien, on est fiers, on est content. Derrière la plaque rouge. Mais ce qui doit être vraiment content, c'est Triumph quand même. Ouais. Là, mais d'un point de vue. Ouais, quand tu penses au titre sur le long terme et tout, je le vois pas. Après, encore une fois, je peux peut-être me tromper. Hein, ça se trouve, il va avoir le déclic et d'un seul coup, ça y est, il va commencer à remettre du gros gaz et à claquer des temps de fou. Mais pour l'instant, en tout cas, sur les deux premières, ça va. Après, peut-être que justement, il change un peu de stratégie et il en a un peu marre de se mettre la cabane sur le chien. Donc, à voir. Moi, j'avoue que je suis quand même surpris par sa solidité. C'est pas le Smith que j'attendais, quoi. Ouais, enfin, ça fait que 2 courses. Non, mais à son âge, on se réinvente pas et même en 2 courses, je voyais pas faire 3 et 2. Tu vois. Moi, sur 2 courses. Après, c'est les premières, alors ça surprend un peu. S'il fait ça toute la saison, effectivement, tu te diras, bah, bravo. mais bon, attends, c'est pas fini. Il peut encore débrancher, perdre un neurone et mettre la cabane sur le chien. En prenant des décisions un peu teuteux. Bon, Digan, il a fini seulement 3e. Est-ce que c'est le moment de paniquer pour Aiden Digan? Ouais, là, je pense que, tu vois, il vient de se prendre une gifle. Et tu vois, moi, c'est ça. Quand je parle, à chaque fois, je vais revenir sur sa grande bouche, là, de jacter. Ah bah, là, tu vois, et moi, je suis pas comme ça, aller le descendre et tout, tu vois. Mais là, il pourrait avoir un amas de gens, là, de haineux ou juste de mecs voilà, qui aiment pas sa grande bouche et tu la ramènes moins là, avec que des commentaires désobligeants. Ou, voilà, et juste, voilà, moi, quand je vois, c'est. Voilà, tu vois, t'as parlé, genre karma en fait. C'est tu jactes, mais tu fais 5 et 3 en fait. T'as rien pour ceux qui gagnent là actuellement. Donc tu viens ici et tu dis ouais, il y en a, ils ont voulu prendre une petite pause en mode ouais, bon, bah, il n'y a pas trop de concurrence, machin. Hein. Mais t'es pas arrivé en fait. T'as pas gagné de titre encore en Supercross. Et il y a des mecs qui s'arrachent, qui parlent pas. Et ils parlent pas, ils agissent, tu vois, ils sont sur le terrain. Donc voilà, je suis content que quand même Baumer il soit justement à ce niveau-là parce que j'attendais ça de Kitchen un peu, d'être là justement pour lui fermer sa bouche sur le terrain et un peu en dehors aussi puisque il était rentré un peu dans son jeu justement. Donc ça aurait été sympa de le voir à la place de Baumer pour lui dire 2-3 mots sur le podium ou voilà, parler publiquement un peu et dire Digan t'es où? Mais ouais, là le garçon, en tout cas je pense que s'il a pas le titre cette année en Supercross là, ça va piquer. Là, ça va piquer. Ouais. Là, il va être fâché hein, s'il gagne pas le titre Supercross. Mais ouais, pour l'instant, il a encore dit félicitations à Juju sur le podium et tout. Du coup, bon, tu penses qu'il faut combien de temps pour que Digan il en a marre de voir Juju devant et que ça commence à lancer des pics? Tu vois, encore une fois, je me verrais pas. Moi, je dirais qu'il suffit juste que Digan il gagne la prochaine devant Juju et il va dire voilà, j'ai montré aux petits jeunes qui dirige la classe et tout, voilà. La catégorie, tout ça quoi. Ça, mais là en l'état actuel des choses, tu vois, s'il refait encore une fois 3 ou 2 derrière lui, il lancera pas de enfin, je dis il lancera pas. Si ça se trouve, il en est capable le garçon. Il gagne pas, il est un petit peu loin au point et le mec il serait capable de lui faire un commentaire et d'ouvrir sa bouche encore. Mais la logique des choses voudrait que
tais-toi, baisse la tête, travaille et prouve en gagnant, en fait, tout simplement, tu vois. Et après, oui, la grosse bouche qu'il a, je pense que ferait que s'il en gagne une ou qu'il finit devant lui à un moment donné, il lance un truc et qu'il rentre dans ce jeu-là. S'il voit justement, j'ai été meilleur, donc là, boum, j'y vais, et tu vois, j'ouvre ma bouche et je fais des commentaires, et voilà. Mais tant qu'il gagne pas, j'espère pour lui qu'il le fait pas, en tout cas. Bon, bah, on va voir, mais ouais, Digan, pour le coup, c'est la déception après 2 épreuves, hein, quand même. Ouais, parce que là, il était pas trop mal parti. Autant la première, effectivement, partir derrière, et encore, en fait. Je pensais qu'il remonterait plus fort, plus quoi, tout simplement. Ce week-end-là. Non, le week-end dernier déjà. À Anaheim, je pensais qu'il reviendrait mieux que 5. Bon, quand même, c'est vrai que de dernier à. Oui, mais quand tu regardes déjà dans la finale d'Anaheim, les noms qu'il y avait derrière la grille, bah, par rapport à Digan, il n'y a pas grand monde, quoi. Enfin, c'est des mecs qui l'auraient mangé en 20 minutes en motocross, même moins que ça, tu vois. C'est ce que je voulais dire, justement. C'est les mecs enfin, tu vois, les deux côtes étaient réunies pour le super motocross, et à Charlotte, il part super mal, et en 10 minutes sur 20, il est déjà premier. Ouais, c'est ce que je voulais dire, justement. Je voulais relativiser là-dessus en disant que, par contre, après, les noms, justement, qu'il a dépassé, c'est qu'au final, il est arrivé 5e. Mais bah, il est pas revenu, il a fait quelque chose d'impressionnant parce que de dernier à 5, ça fait beaucoup de place de gagner. Mais c'est vrai que si tu le mets de dernier en ligue, il fait de dernier à premier et c'est normal. Et pourtant, ça reste quand même un écart de fou furieux. Donc, alors attention, je dis pas que les mecs ils ont un niveau de ligue, ce qu'il a dépassé, mais c'est vrai que ça fait relativiser un petit peu et qu'au final, il n'a pas fondu sur un Shimoda, un Baumer ou je ne sais qui d'autre qui avait fini devant lui, Smith aussi. Donc ouais, il s'en était satisfait parce que sur le papier, de dernier à 5, ça fait beaucoup de place de gagner et que oui, par rapport à la première épreuve aussi de l'année dernière, bah, ça va, c'est beaucoup. C'est moins pire. Donc voilà. Par contre, c'est pire la deuxième épreuve par rapport à l'année dernière. Mais ouais. L'année dernière, il l'a gagné la deuxième. Bon, parce que Faulkner se satellise tout seul, mais quand même. Ouais. Non, au final, ouais, les stats en Supercross de Digan, je sais pas combien de départs là déjà, mais la petite cabriole en hit. Ouais. Putain, j'ai cru qu'elle allait se manger un de ses voisins, là, un de ses collègues. Ça aurait été moche. Ouais. Mais ouais. Ah, il va falloir solidifier tout ça, tu vois. Au final, il n'a pas la solidité de Smith, là, le Digan. Non. Non, puis je te dis, moi je pense que ça lui joue des tours aussi de se croire arriver. C'est qu'à un moment donné, là encore une fois, il était en position. Je pense qu'il suffit du coup de 1 ou 2 tours et il s'est mis dans une position où ouais, je suis le meilleur. Quand au bout de 1 ou 2 tours, en fait, il voit qu'ils font pas sur les places de devant. Eh ben, il se rend compte, ça va être un petit peu plus dur. Et là, du coup, dans l'état d'esprit, t'es plus aussi déter et tu vois, ça change l'état d'esprit, quoi, de te dire. Mince, je pensais que j'allais fondre un peu plus que ça, parce que je pensais que j'allais dominer, parce que je pensais que, enfin voilà, que j'étais là pour ça, etc. Et donc, alors que si il se mettait pas dans cette position justement et qu'il avait peut-être tout à prouver, et, que Digan, comme si on le connaissait pas et tout, bah voilà, il cravacherait derrière et je pense que moi, même inconsciemment ou consciemment, peut-être qu'il le sait, hein, je sais pas, mais moi j'ai l'impression du point de vue extérieur que il se met il a une pression forcément et une pression qui n'est pas positive avec la position dans laquelle il s'est mis de je suis grand favori et aujourd'hui je prouve que en fait non, je le suis pas. Donc là d'un seul coup ça se transforme un peu en pression plutôt négative, je pense. Ouais, tu penses qu'en fait quand il se rend compte qu'il remonte pas aussi vite qu'il le penserait, ça le frustre et ça le décourage un peu? Bah ouais. Et c'est vrai que James, il avait parlé de ça, James Stewart, au commentaire en outdoor, il avait déjà parlé du fait que il y a des années où tu es vraiment en mentalité championnat et chaque point compte et quand tu te croûtes, tu remontes le plus vite possible sur la moto et tu essaies de rattraper n'importe quelle position possible. Mais il dit qu'il y a d'autres années aussi où en fait tu es derrière la grille et tu veux juste gagner la course et c'est la seule chose à laquelle tu penses. Et si tu tombes, ben, le seul truc que tu te dis, c'est « Oh là là, je vais pas la gagner, celle-ci ». Et du coup, tu te relèves un peu découragé, pas très vite, et tu remontes pas si fort. Et du coup, ouais, peut-être que c'est un petit peu ce qui lui est arrivé à Digan à Anaheim quand il est tombé, parce que c'est vrai qu'il n'a pas traîné non plus pour remonter et repartir, mais il n'est pas reparti en furie comme un mec qui avait envie de tout défoncer et qui avait envie de refaire tout le retard qu'il a accumulé en tombant, quoi.
Bah, pas en furie, mais quand même un peu en catastrophe, je trouve. Il est reparti, Ah ouais. il avait la moto souvent haute, des erreurs, tu voyais faire beaucoup d'erreurs. Et je pense qu'il y a quand même eu cette petite panique de justement, j'arrive ici, je suis le favori, je viens là pour la gagner, et à Nîmes 1, on va à l'ouest parce que je suis prêt, je peux pas attendre avant d'aller rouler, machin. Et là, merde, putain, je me retrouve dernier, comme l'année dernière. Oui, point de vue championnat, c'est chiant. Je vais probablement pas gagner, donc un peu de précipitation. La première aussi, quand même, plus de pression toujours à Anaheim que les autres, etc. Je pense qu'il y a tout ça un peu qui s'est mélangé et il y a eu de la précipitation, c'était pas top. Et je pense que là, le deuxième, où bon, il était satisfait, il s'est dit voilà, clairement, les gars, je serais parti avec vous. En gros, je pense que dans sa tête, je serais parti avec vous, j'aurais pu la gagner ou je l'aurais gagné, tu vois. À mon avis, dans son état d'esprit, c'était ça après Anaheim quand même. Sauf que là, la deuxième, où il part quoi, il part peut-être 7. Ouais, il part pas super loin. Ouais, il est pas super 7 loin. max, Et ouais, je puis, dirais. je pense que, ouais, voilà. Et en fin de compte, il a du mal. Il a du mal à passer devant. Ils font pas sur les autres. Et donc, au final, là, je pense que ouais, il se prend une claque parce que autant de derniers à 5, c'est impressionnant. Et tu te dis, bah, si j'étais parti avec eux, si j'avais pris un bon départ, ça aurait pas été la même. Que là, quand tu pars 7, tu peux pas te permettre de dire ouais si j'étais parti devant ça aurait peut-être été un meilleur résultat et peut-être 2 parce qu'il est quand même revenu un peu sur Smith à la fin tu vois mais peut-être que Smith gérait sa course aussi enfin bon donc je pense que là il y a moins de c'est un peu plus clair que non tu domines pas Ouais, ouais. et que du coup l'état d'esprit je pense qu'effectivement quand tu t'attendais à dominer en plus c'est tu te prends une gifle tu t'attends à être à un niveau auquel au final tu n'es pas toute la hype autour de toi te mettait dans cette position-là. On parlait que de toi encore, Digan en 250, Digan la future superstar. On parle de Digan en 450. On parle d'une rivalité Jet-Digan. Enfin, tu vois, mais pendant la conférence de presse, ça en vrai, ça te sauce. On te compare à un mec qui fait Grand Chelem au meilleur actuel, tu vois, en 450. Toi, Qui t'es juste après en dit que t'es pas dans 250. la même ligue que lui. Voilà, et en plus il répond, il dit ah bah apparemment je suis pas dans la même ligue, hein, donc excuse-nous tout ça. Enfin bref, tu vois, il prend le moindre mot pour. Mais bon, tu vois qu'il prend un plaisir à ça. Après, il fait un peu l'humble à ce moment-là en disant bon, pour l'instant l'objectif c'est un titre en 250 et on verra par la suite et tout, tu vois. Mais il lui a pas demandé un one-one justement, un truc comme ça. Il a pas parlé de ça, Digan, à aucun moment. Parce que c'est venu comment ça, je suis pas dans. Que Jet aurait répondu, on n'est pas dans la même Je ligue. crois que c'est en conférence de presse où quelqu'un a posé des questions à Jet sur Digan et que Jet aurait dit ça, que de toute façon, ils n'étaient pas dans la même ligue. Mhm. Sous-entendu, bah, de toute façon, c'est un pilote 250, je suis un pilote 450, donc bah, on verra quand on roulera dans la même Oui, c'est ça. catégorie, quoi. C'est qu'il n'y avait pas de en mode. Après, moi, j'ai pas On n'a entendu pas la le même. réponse ni de l'un ni de l'autre de leurs propres mots, hein. Mais j'imagine que ça a été dit comme ça et qu'après ça a été Détourné. gonflé et amplifié. Ah oui, c'est que comme on l'autre, peut, je quoi. suis pas dans sa ligue, genre en mode j'ai pas son niveau. Excuse-nous. Alors Ce que. qui est aussi vrai de toute façon. Oui, mais voilà, encore une fois, Jet, même si je trouve qu'il était un peu dans cette pré-saison, justement, un peu plus justement dans un état d'esprit, La haine. je suis le meilleur, et ouais, mais et je suis le meilleur justement en position, je suis le meilleur, j'en suis conscient, et je vais continuer à l'être, tu vois. Mhm. Je pense qu'il est quand même pas en mode, ouais, je vous fume tous et tout. Et tu vois, je pense que ça a quand même changé son état d'esprit, parce que là, dans ses interviews et tout, enfin, grand sourire en finissant derrière Tomac, tu vois. Il Genre, avait l'air beaucoup plus relax, Jet, à San Diego. voilà. Même au press day et tout, avant de commencer la course. Peut-être que la 12e place d'Anaheim, déjà, ça l'a calmé un petit peu. Mm. Et puis peut-être que les gens autour de lui ont rappelé qu'il n'y a pas besoin d'être si énervé que ça, parce qu'en vrai, oui, il y a des gens qui vont toujours le critiquer et tout ça, mais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont hyper fans de lui et qui aiment ce qu'il fait. Ouais. Quoi. Donc, Et puis je pense aussi que d'avoir mis la première in the book, ça lui permet aussi de. Parce que tu vois, quand il parlait de ouais, faire un grand chelem en supercross, c'est des trucs qui me font me lever, etc. Bon, le premier, 12e, il n'y a pas de grand chelem, il n'y a rien. Donc maintenant, concentre-toi sur la longueur. Tu as 17 courses. Voilà, deuxième, troisième, premier, quatrième, deuxième, la régularité. Même si tu n'en gagnes pas 10, à la fin, ton objectif maintenant, là, c'est oui, tu veux gagner le plus de finales possible, ok. Mais là, tu viens de te rendre compte, je pense que ça l'a remis face à ses objectifs réels et accessibles et les principaux en fait. puis, C'est que le principal objectif, c'est pas de faire un grand chelem en supercross, ce serait incroyable, tout le monde dirait bah oui je signe si tu me le proposes, mais l'objectif principal c'est quand même qu'à la fin tu sois champion et sur le papier on retiendra 4-5 fois champion de supercross, tu vois. Évidemment le nombre de victoires s'il y en a eu beaucoup, mais voilà c'est les titres quand même quoi. Et, puis peut-être que aussi à Anaheim, il s'est rendu compte que bah, en fait, Sexton il est meilleur que l'année dernière, Tomac il est meilleur que l'année dernière, et que ça risque de pas être juste une bataille de lui contre lui, tu vois, parce que l'année dernière c'était beaucoup si Jet ne fait pas d'erreur, Ouais. Jet gagne.
Et je pense que De Anaheim, il s'est peut-être rendu compte que entre le fait qu'il n'était pas très à l'aise sur la moto, qu'il avait besoin de tester davantage, et le fait qu'il voit Tomac et Sexton qui se montrent déjà à un très haut niveau, il s'est rendu compte que cette année, il y a peut-être des courses où je vais tout faire bien et ce sera peut-être pas assez. Et peut-être que du coup, ça lui a redonné un petit peu le goût pour la compétition aussi. Voilà, il sait que de toute façon, il n'a pas besoin de se donner un objectif de gagner les 17 courses pour avoir vraiment un défi, quoi, un challenge. Ouais, non, je suis d'accord. Enfin, je spécule complètement, mais... Non, mais je pense aussi, moi je pense que ça l'a remis pas sur le droit chemin, c'est bon, tu vois, il est pas parti, mais ça l'a remis au clair sur ses objectifs et justement sur la bonne voie et pas la voie de... un meilleur état d'esprit. Voilà, je suis le meilleur, vous me détestez, mais je m'en fous, machin, voilà, comme ça. Alors que voilà, non, ça le remet sur le droit chemin, envie de gagner et tout, et puis voilà, c'est cool, effectivement. Je pense quand même qu'une finale... Alors, bon, tu préfères peut-être gagner quand même et te faire chier peut-être toute la finale à en être en premier et à la fin que ce soit toi qui ait le neck burn. Mais de se batailler, enfin, quand t'as un mec derrière à aller chercher et tout, ça te stimule, c'est des bonnes manches, tu vois. Je pense que, enfin, en tout cas, en tant que pilote du dimanche matin, je préfère toujours quand il y a quelqu'un devant moi justement aller chercher et tout, même si j'ai pas réussi à le dépasser à la fin de la manche, de la manche à l'entraînement en tout cas, je suis content parce que je sais que j'ai poussé, que voilà, j'ai transpiré là et que j'avais quelqu'un à aller chercher. Enfin, ça rend la manche plus sympa que faire tes tours tout seul contre un chrono. Donc là, évidemment, quand il est en finale de Supercross US, il est pas derrière un chrono et il est derrière des gros bifetons, la victoire, la gloire, tout ça. Mais et puis même, on reviendra un peu plus en détail sur la catégorie 450 après, mais je pense que dans 15 ans, quand la carrière de Jet est finie, il se souviendra plus de cette deuxième place derrière Tomac que de sa victoire à sa première course de Supercross où il est parti devant, il a fait toute la course en tête. Et c'était sa première victoire. Mais je pense que ouais, cette bataille avec Tomac, même s'il l'a perdu, c'est un souvenir qu'il chérira plus que d'avoir gagné une course en ayant fait les 20 minutes tout seul devant. Mais alors, pour finir très rapidement sur la catégorie 250, je voulais quand même mentionner Cole Davis qui gagne sa première heat. Le mec qui, on rappelle quand même, n'était pas censé rouler en pro cette année. Une solidité de fou. Je ne sais plus si on en a parlé, je crois qu'on en a parlé vite fait la semaine dernière, mais DV, il a quand même dit qu'il était meilleur à 17 ans que Jet à 17 ans. En termes de technique donc après vous le faites déjà sûrement, mais pour ceux qui n'auraient pas écouté, vous pourrez aller écouter le podcast de DV et Marvin, mais il dit aussi que Jet à 17 ans il était plus foufou et tout, alors que Cole Davis c'est vraiment tout en finesse et il ressemble en fait presque à un Jet de 20 ans à 17 quoi. Mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il est beaucoup plus, ils sont beaucoup plus matures. C'est que justement, il va pas aller pousser dans les boosts pour aller se faire une clavette. Après, il n'a pas été non plus en position de gagner sa première finale justement à 16 piges et dans le dernier tour quoi. Il suffisait juste de send it jusqu'au dernier virage pour avoir la première finale, tu vois. Là, c'est dès le début, il tient un peu, il tient quand même Baumer, etc. Ouais. Une fois que Baumer l'a doublé, il essaie d'être dans sa roue, il voit qu'il s'éloigne un peu. Bon, voilà, je l'aurais pas, mais effectivement, en deuxième, c'est déjà. Il se contente de. Donc, je pense que effectivement, un peu moins foufou. Après, il n'a pas été dans les conditions qui nous ont fait dire aussi, Jet, bon, manque de maturité, rookie mistake, justement, à se mettre la cabane dans les whoops alors qu'il te restait un virage pour faire quand même deuxième, ce qui aurait été incroyable, tu vois, et ne pas mettre fin à ta saison. Après, donc, Jet, pour rappeler que dans cette manche, il part devant, il tombe. Il se relève et là du coup il se fait mettre la grosse pression par Dylan et il retombe ensuite. Mais c'est vrai que déjà quand tu fais la première chute et que tu repars et que tu es toujours devant mais que tu sais que tu as le champion en titre qui arrive derrière, là à mon avis avec l'adrénaline et tout c'est sûr que tu n'es plus très réfléchi quoi. C'est ça. Et il avait 16 en plus. Il faut que je rattrape. Pas 17. Oui, donc il avait quand même un an de moins. Et mais après techniquement parlant, ouais, je pense que je suis un peu d'accord. Enfin, là il faudrait que je revoie quand même des courses de Jet justement à cet âge-là, tu vois, au même âge. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour regarder Davis et pour parler juste de lui, de ce que je vois actuellement, c'est vrai que sur la position sur la moto et tout, très neutre, très belle position, quoi, une belle technique, quoi. C'est beau à regarder quand il roule et effectivement, tu le vois pas forcer, c'est en finesse, c'est propre, quoi. Donc c'est vrai que tu te dis si jeune, si propre, ça annonce un beau futur et puis au final, ça gagne une hit, ça fait 3... non, du coup, il a fini combien là ? 4e, je crois. Ah ouais, quand même, parce qu'il est sorti de la piste à un moment donné, il a perdu pas mal de place et je crois qu'il... Ouais, mais il est retourné sur la piste 3e et il s'est fait doubler dans la foulée par Digan. Ah ouais, il y en a pas un autre qui est passé ?
Je crois pas. Hein. Je Ok. peux me tromper. J'ai pas noté tous les résultats. Je crois qu'il fait 4, mais je suis pas sûr. Ok. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas mal. Ou peut-être parce qu'il avait fait quoi? Il avait fait 6 à Anaheim, Cole Davis? Ouais, un truc comme ça. Ok. 6 ou 7 Bah, peut-être. peut-être qu'il a fait 6 puis 5 du coup là, ou ouais, 4 ou 5. Ok. Mais ouais, bah, chaud en tout cas. Moi, je pense que j'en avais déjà parlé, mais déjà, en fait, l'année dernière, quand je l'ai vu dans les futurs, ils arrêtaient pas de rabâcher qu'il venait de Nouvelle-Zélande, qu'il avait juste un contrat pour les 4 courses futures avec Gas Gas, et que c'était en gros, c'était son audition, quoi, et que si ça se passait bien, ils allaient lui proposer un contrat pour rester en amateur plus longtemps aux États-Unis et vraiment essayer de faire carrière, et que si ça se passait pas bien, bah, tu remballais les bagages et puis tu rentrais en Nouvelle-Zélande, quoi. Donc déjà là, quand je voyais qu'il faisait 2 à la première course de futur, bah, j'étais à fond derrière lui parce que j'aimais bien cette histoire où, enfin voilà, le mec, il a du niveau, mais il doit se prouver. Il n'est pas signé depuis qu'il a 8 ans et, Mm. et il est dans le processus pour devenir pro. Donc je trouvais ça très stylé. Donc ouais, là, le voir depuis les futurs maintenant évoluer aussi vite en pro, je trouve que c'est très très stylé pour lui. Ouais, c'est vrai. Mais puis c'est ouf quand même pour souligner que ça tient à pas grand-chose, quoi. 4 courses, t'as vite fait. Que ce soit avec la pression, fait de course, je tombe dans. Bon, après, je regarde pas Tu te juste fais au mal. résultat non plus, mais voilà, tu Mm. tombes sur la première course au départ et tu te fais mal. Bah, on le verrait pas ici, il serait pas en pro, il serait pas chez Star, et rien de Ouais. tout ça. Ça se trouve, il retourne en Nouvelle-Zélande et il passe le bac. Donc, Ouais, peut-être. non, c'est chaud. Hein. Bon, on va passer. T'as autre chose à dire sur la catégorie 250 ou... Euh... Bon, LCQ, il s'est pris un volume, celui qui est fémur cassé. Je sais pas si t'as regardé le LCQ Oui, mais là alors sur c'est la pas, c'est catoche. son teammate, je crois, qui se casse le fémur. Lui, il a eu commotion cérébrale, il me semble. Son teammate qui part en arrière là, qui lâche tout sur le début de cette section-là. Il y en a un qui tombe dans le teammate, il y en a un qui tombe comme ça, il part en Alors, arrière. celui qui a causé le drapeau rouge, je Ouais. crois que c'est juste commotion cérébrale. Ah ouais. Et je crois que l'autre, par contre, bah, d'ailleurs, oui, c'est sûr, parce que celui tu vois sur le replay, celui qui, en gros, se met par l'avant sur le quadruple, il est KO. Ouais. Donc lui, c'était commotion cérébrale. Et ouais, le fémur cassé, du coup, je crois que c'est pour son teammate. Et le dernier, Lux Turner, lui, je crois qu'il a cassé la moto. C'était une soirée à oublier pour ce team à San Diego. Ouais. Ouais, mais sinon, à part ça, non, je crois que c'est bon. Ok, bon, on va passer au 450 et je vais commencer la catégorie 450 avec le commentaire de la semaine qui nous est venu tout droit de Jean-Claude dans nos commentaires YouTube, qui nous a dit Prado peut gagner une manche en Triple Crown, potentiellement dès Glendale dans 2 semaines. Et c'est vrai qu'on en a parlé rapidement la semaine dernière. J'ai dit je pense qu'il peut gagner une hit parce qu'il prend des bons départs et après il peut faire le bouchon et tout. C'est vrai que ça peut aussi aider sur une manche en Triple Crown. Après, une manche en Triple Crown, c'est quand même 12 minutes. Et de ce qu'on a vu de Prado là à San Diego, c'est quand même pas glorieux. C'est pas non plus ridicule, mais oui, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Et c'est pas impossible, du coup. Je pense que ces bons départs restent un gros atout qui peut peut-être aider. Mais après, garder la tête de course pendant 12 minutes, il y a encore quand même pas mal de monde. Il faudrait beaucoup de faits de course avantageux. Ouais, surtout que en Triple Crown, t'as tout le monde quoi derrière la grille, tu vois, c'est pas une hit où t'es divisé en deux. Ouais. C'est que là, t'as tous les gars, t'as Tomac, Webb, Roxanne, Jet, Sexton, la liste est longue quoi. Anderson. Ouais, donc ouais, non, c'est à mon avis compliqué quoi. Faut vraiment un gros chaos où tu sais comme l'année dernière là au début de l'Est, tous les favoris qui sont par terre, McAdoo, Vial, Digan, Faulkner, Ah ouais. vraiment tout cela par terre et que du coup voilà là, potentiellement sur une manche de Triple Crown, moi c'est ce que je vois. Mais ouais. Bon, si on parlait un petit peu de la 53e victoire d'Eli Tomac, parce que on pense du coup que si ça se passe bien cette année, il refait Supercross l'année prochaine. Là, il est à 53. McGrath, c'est 72. Le premier à battre McGrath, ce serait peut-être pas Jet au final. Parce que s'il en gagne 9 de plus, déjà, Tomac, c'est beaucoup, je sais. Gagner 10 courses dans l'année, c'est énorme, surtout avec la concurrence qu'il y a cette année. Mais soyons un petit peu hypothétiques là. S'il gagne 9 courses de plus, donc ça en fait 10 cette année, il est à 62.
Et après, l'année prochaine, il reste plus qu'à en gagner 10 et il égale McGrath, tu vois. Ouais. C'est ce que je veux dire, c'est que Jet, il dit ouais, j'aimerais bien battre le record de Jeremy McGrath, 72 victoires et tout, mais ça se trouve, il y aura un 73 ou un 75 à battre d'Eli Tomac, en fait, d'ici à ce que Jet en soit là, tu vois. Ouais, ça se trouve. T'y crois pas trop? T'y crois pas du tout? Non, parce que je le vois quand même pas en gagner 10, et en tout cas pas 10 sur 2 ans, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et ouais, du coup, ça me semble un peu compliqué, mais ça se trouve, c'est ce qui le fait aussi vouloir justement dire pas full season, mais après Supercross only pour essayer d'aller grappiller encore quelques victoires, et puis peut-être quelques titres quand même. Enfin, Ouais. Pour le coup, je pense pas que ce soit une motivation pour lui. Il a déjà dit que les records, il regardait même pas et tout. Quand il avait atteint déjà, quand il avait égalé Carmichael, il en parlait sur le podium. Il dit ouais, bah, c'est cool d'être mentionné avec des noms comme le sien, mais j'avoue que pour l'instant, je fais juste des courses, j'essaye de les gagner, j'essaie de gagner des titres et je regarde pas trop les statistiques et les records, quoi. Donc ouais, je pense pas que ce soit quelque chose qui le drive, Tomac. Bon, cependant, cette course, elle était quand même très chaude, partie 7ème, doublé de Jet dans l'extérieur. Ouais, quand je l'ai vu partir dans l'extérieur, je me suis dit, ah, c'était sûr qu'il allait. Bah, tu vois, c'était prévisible. Oh, j'ai Jet devant moi. Et on l'a déjà vu comme ça l'année dernière, où quand il se faisait doubler par Jet, il était à la limite, tu vois. Tu voyais que justement, il se faisait désarçonner et tout. Tu voyais qu'il donnait tout, mais qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Et là, je me suis dit, il revient. Il double des gars, il arrive à Jet, bon, il va pas perdre une miette, il va pas perdre une seconde, il dit je vais y aller et je suis sûr qu'il est pas passé aussi vite dans l'extérieur de toute la soirée en fait. Ouais. Bon après le sable ça se détériore aussi beaucoup, mais c'est vrai qu'après il le prenait debout et c'est moins vite que là où il a pris assis, il a vraiment pleine balle. Et je suis content parce que j'ai entendu DV en parler dans son podcast avec Marvin, mais c'est quelque chose que je m'étais dit quand je l'ai regardé rouler à Anaheim, c'est que je me suis dit la fourche a l'air un peu moins molle quand même. Ah ouais. Pas DV pense la même chose du coup. DV il dit que la moto elle est quand même moins comme ça. Il dit que ça reste mou, mais que elle est moins et que ça reste haut derrière. Mais ouais, il dit que ça talonne quand même moins. Bah, je trouvais que dans les whoops, moi aussi, je trouvais que ça me choquait moins. Ouais. Mais après, je me suis dit peut-être que c'est lui qui compense, tu sais, justement, en se mettant plus sur l'arrière et qu'au final, il fait jamais vraiment trop toucher l'avant. Sauf que là, sur les whoops qu'on avait, il faisait toucher l'avant quand même. Ouais. Tu voyais qu'il driblait pas bien sur les crêtes, ils étaient défoncés et que ça tapait quand même dans les montées à chaque fois. Mais j'ai vu une petite vidéo comparative. Prado allait aussi vite que Tomac dans les whoops. Ah ouais. Bon alors après c'était un passage. Et en dribblant ou Prado sautait lui. Ouais. Et Tomac en dribblant. Mais dans le secteur des whoops sur la finale, a priori le plus rapide c'était Webb. Ah ouais. Qui n'a pas dribblé une seule fois aussi. Ouais. Et qui s'est fait doubler dans les whoops. Après tu vois il a peut-être sorti le meilleur segment en début de manche quand l'ornière au milieu était pas encore trop piégeuse et tout quoi. Mais ouais et Tomac il est passé sur une fourche à air a priori cette année. Donc la Yam qui est réputée pour une bonne partie cycle, des bonnes suspensions avec les Kayaba ressort et tout. L'autre voilà, c'est une Kayaba. il veut une KT en fait. Non, rien à voir. C'est pas, il a pas du WP. Tomac chez KT l'année prochaine. Sexton chez Kawa. Et Anderson où alors? Il faut prouver Anderson. C'est sa dernière année de contrat. Il prend la place de Tomac chez Yam. Il faut prouver. Tomac chez. Tu crois vraiment que Monster il laisserait partir Tomac? Un comeback chez. Husqvarna. Ouais. Déjà Husqvarna ils vont probablement devoir lâcher un pilote l'année prochaine. Craig il roule pas. Non ils en ont qu'un. Mais Craig il devait rouler mais comme il s'est refait opérer du coude il s'était blessé. Il s'était blessé mais je crois aussi au bras. Genre casser le bras ou quelque chose comme ça pendant l'hiver là. Et il avait repris la moto en mois de décembre, mais c'était un peu court, je crois, pour être à Anaheim. Et du coup, je pense que normalement, on devrait le voir derrière une grille en 450 cette année, mais je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Okay. Oui, aussi, Tomac, il prenait tout. Moi, je suis content parce que il a gagné. Bon, Jet à un moment donné est revenu, mais il n'a pas réussi à doubler. Mais j'ai vu des axes d'amélioration quand même pour Tomac quand je le regardais rouler, parce que je trouvais que tous les gros triples, il les prenait tout droit. Il scrubait jamais. Alors les petits sauts, oui, il scrubait, il amortissait, mais les gros triples, non.
Et notamment, il faisait pas l'intérieur après le quadruple de Jet. Et tu vois, en plus, justement, quand il était derrière Webb, je vois Tomac et Webb qui prennent tous les deux l'extérieur avant ce triple qui fait la largeur et qui le sautent droit. Et je vois ensuite Roczen et Jet qui, eux, le prennent tous les deux depuis l'intérieur et du coup en scrub. Et donc, ça va moins haut. Et alors, peut-être qu'après, ils étaient un peu moins stables pour amorcer le virage d'après. Mais je me dis qu'en même temps, tu l'ouvres. Si tu dévies un peu sur la gauche, c'est peut-être pas trop grave. Et donc, ouais, je me suis dit... Et je me suis posé la question, mais je me suis dit c'est quand même bizarre parce qu'il va vraiment prendre tous les extérieurs, Tomac. Tout partout et dans les quarts de tour. Et du coup, je me suis dit, est-ce que ce fou, il aurait pas mis le pneu sable, tu vois, à aller chercher les extérieurs comme ça. Donc j'ai regardé sur Instagram, il n'avait pas le pneu sable. Et ensuite, j'ai entendu dans un podcast américain, il a même un pneu de production en fait. Il a un pneu qu'on peut acheter. Il n'a pas un pneu spécial usine, Dunlop fait pour les pros ou quoi, comme beaucoup ont et comme il avait à une époque. Et ouais, en fait, il a un pneu de production qu'on peut acheter chez Dunlop. Okay. Mais je me dis que peut-être que sur l'angle du pneu, il n'est pas si à l'aise que ça, quoi. Ouais, je pense que le A plat, en fait, pourtant le sec, c'est ce qu'il connaît, mais peut-être que le A plat, justement, ouais, il est pas très. Vu qu'il met gros gaz, tu vois, il a vite fait, je pense, de glisser. Tu vois, ouais. et donc, moi, là, j'ai en tête avant le triple qui vient après sur le sable. Ouais. Là, le quart de tour où il allait chercher l'extérieur, mais quand il allait se mettre dedans, je me suis dit, mais j'espère que l'ornière dans laquelle il va, là, elle est costaud, quoi. Parce que tu le voyais en plus, tu sais, quand il met la tête là, sur le côté et tout, il met carrément tout le corps. Le corps est plus désaxé, tu vois, que la moto. Bam, comme ça, il allait taper dedans. Et ouais, mais par contre, c'est vrai que ça allait vite, mais dans ces virages-là, tu le vois. Et je pense que c'est parce que vu qu'il met gros gars, comme ça, tu vois, il est très agressif. Sur une partie glissante, tu peux pas le faire là. Il faut freiner justement un peu plus tôt. Et puis filet de gaz, tu vois, pour y aller. Donc je pense que c'est un peu ça, il pourrait le faire et le gérer avec son embrayage comme il aime faire. Ouais, mais je pense qu'il est peut-être plus à l'aise du coup à aller taper où il sait qu'il a un appui qui peut aller le détruire le truc que d'être un peu en finesse et puis après ça c'est des ressentis, c'est de l'intérieur, hein. C'est sûr que quand tu vois du coup un passage de jet en finesse et tout, que tu prends pas de chrono, tu te dis Tomac 3 fois plus rapide comme ça là, tu vois le corps et tout comment il s'écrase dans le virage tout ça, qu'un jet en finesse qui prend à la corde. Et après, c'est au chrono au final que tu compares. Mais lui, de l'intérieur, tu vois, il doit se sentir plus rapide, je pense, en allant dans les extérieurs, les taper à fond comme ça, que en le prenant un intérieur avec un filet. Ouais, et puis sa trace avant les whoops, c'était magnifique par contre. Et je me suis dit, moi, tu vois, qui écoute DV depuis des années, tout ce qu'il dit, j'écoute. Et je me suis dit, c'est ce qui prêche à ces pilotes depuis toujours, c'est quand les autres pilotes ils commencent à descendre l'ornière d'en dessous, au final ils renvoient de la terre en plus dans l'ornière tout en haut, plus personne la prend, et c'est souvent la moins pourrie dans la finale. Et aussi, si tu veux dribbler les whoops, va pas dans la tranchée au milieu, dribble-les là où il y a encore des whoops à dribbler, quoi, parce que sinon tu prends la roue arrière, si tu es un peu sur le côté ou quoi dans la tranchée, ça te renvoie. On a vu, il y a une petite vidéo de Savacci sur Instagram où tu vois qu'il fait un beau droit de gauche dans les whoops avec la roue arrière. Et ouais, Tomac, c'est exactement ce qu'il faisait. Je me suis dit, c'est fabuleux. Ouais, il le prenait souvent aussi tout debout là sur les repose-pieds, tout en haut, le virage, et il allait dribbler les whoops. Et je me suis dit aussi, Tomac est en train de nous montrer que DV, il raconte pas des conneries. si certains d'entre nous avaient un doute, tu vois. Ouais, mais tu vois, je me demande si quand même il aurait pas été plus efficace et plus économe de prendre le virage vraiment tout en bas et d'y aller en sautant, tu vois. Mais pas dans l'ornière. Dans l'ornière, tu vas quand même moins haut. Donc plutôt à gauche de l'ornière, du coup. Mais même, qui est-ce que j'ai entendu ? C'est Jet. Ouais, je crois que c'est Jet qui disait qu'au début, il était dans l'ornière, il sautait, c'était pas terrible. Et qu'après, à un moment donné, il a suivi Tomac à droite, mais qu'il a quand même sauté et que c'était mieux de sauter aussi en dehors de l'ornière. Je pense qu'à la fin, il devait être vraiment pourri l'ornière en fait. Ouais. Puis en plus, il y avait un peu de cailloux dans la terre, donc peut-être que ça avait fait ressortir des pierres et que c'était piégeux, quoi. Oui, j'ai noté Jet 2025 fait son entrée dans le championnat, quoi, parce que je sais pas qui est-ce qu'on a vu à Anaheim sur la moto numéro 1, mais bon, là on a vu Jet. Ouais. Non, mais c'est sympa, et puis avec de la concurrence, donc j'ai hâte de voir quand même un Sexton partir avec eux, quoi, et pas de chute, et je pense qu'on va avoir des belles batailles, quoi, quand même. Ouais, je pense que j'espère que Jet est pas
encore trop limité par la moto ou quoi, c'est que qu'il est pas genre juste à 70% et que dans 2 courses il va vraiment les enrhumer tous sans aucun problème. Moi, je pense pas. Je pense qu'au final, tu vois, il a du mal un peu avec la moto quand même. Je pense qu'il est moins à l'aise qu'avant. Puis aussi, peut-être que les autres qui sont un peu plus. À quelle vitesse va-t-il s'adapter? C'est ça. Qui ont rehaussé le niveau. C'est ça ce sur quoi je m'interroge. Parce que j'ai pas envie qu'il progresse trop vite et surtout à un point où, à nouveau, Sexton et Thomas qui sont pas là. Mais je pense que. Sexton comme Thomas, qu'on peut clairement voir, même si tu les mets tout seuls sur le terrain, qui sont meilleurs que l'année dernière. Et du coup, j'espère que le niveau va rester serré tout au long de la saison, parce que c'est vrai que Anaheim 1 c'était une course intéressante, même s'il n'y a pas eu trop de bataille pour la tête de la course, mais là à San Diego c'était stylé, et espérons que dès la semaine prochaine ils partent tous les trois 1, 2, 3 et tu veux les voir partir dans quel ordre? Allez, ils partent tous les trois 1, 2, 3 là à Anaheim 2, tu veux voir quel ordre? En vrai, tu vois, vu que je mise sur un Sexton, j'ai envie de le voir partir 3. Ah ouais? Ouais, Tomac 2 et Jet 1. Là. Je vais faire un peu dans l'ordre inverse, en fait, de comment je les vois à l'heure actuelle, au niveau de qui est meilleur que qui, on va dire. Tu vois. Okay. Après, c'est très Tu spéculatif. penses que pour l'instant, toi, tu penses que genre Sexton est au meilleur niveau avec Tomac 2 et ouais, voilà, 3. mais vraiment qui se joue un caillou qui traîne là où ça va déranger l'un et pas l'autre, quoi. Tu vois, il y a tour de rôle, ça change. Okay. Non, vraiment à des détails, mais après, voilà, c'est aussi un peu influencé par. J'en attends beaucoup de Sexton et j'ai envie justement qu'il réalise ce pourquoi justement il bosse comme ça, tu vois, et il veut gagner à la régulière, et tu vois, et encore là, à Naim, ça parlait de ça, quoi. C'est Tomac est tombé. Ouais. Et Thomas qui était très bon toute la soirée, donc on sait pas si non, personne ne tombe, puis arrêtez de tomber les gars et arrêtez de vous trouver des excuses quand Sexton est meilleur, quoi. Il y aura toujours un truc après, de toute façon, sauf là, tu vois, c'est vrai que Tomac il a pas d'excuses. Sexton il peut dire Tomac est tombé, mais bon, lui il a gagné, il a calé, hein. Ouais, et puis Thomas qui là il peut dire que du coup Sexton est tombé, mais bon, il y avait Jet, et c'est vrai que Sexton c'est un peu le gars un peu sous-estimé, quoi. C'est qu'on parle beaucoup Jet, beaucoup de Thomas qui n'oublie pas de mentionner Sexton quand il mentionne Jet et tout, à chaque fois c'est Jet et Chase. Mais je sais que la hype elle est beaucoup sur les deux et moins sur Sexton. Mais non, mais pour reparler aussi de 2-3 trucs, là c'est Freeze qui a failli ruiner la course de Tomac, hein. Ça m'a énervé, hein. Mais moi aussi mais avant, parce que Freeze, tu vois prendre le drapeau bleu avant le premier triple. Ouais. Et il prend les trajectoires, mais comme s'il était tout seul devant et qu'il en a rien à faire. Alors qu'en plus, il était à la bataille avec personne, hein. Ouais. Donc il pouvait juste jeter un petit coup d'œil, se ranger sur un côté dans un enchaînement, entrer un tout petit peu moins vite dans son virage, genre laisser l'intérieur ouvert dans un virage pour laisser passer, quoi. Non, lui, c'est vraiment, je fais ma course et vous vous démerdez, j'en ai rien à faire. Même voir... Je me demande si j'irais pas vous déranger un peu, quoi. C'est incroyable. Et c'est surtout que je voulais écouter ce que disait Tom Max sur la conférence de presse, parce que je crois qu'il a dit un mot dessus. Là, j'ai vu passer un article, mais j'ai pas pu l'écouter. J'ai écouté il est resté hyper politiquement correct. J'ai écouté la conférence de presse et il dit que effectivement il est arrivé dans l'enchaînement derrière Freeze et qu'il y avait de l'espace à gauche et qu'il a voulu le prendre, et qu'arrivé au moment de le doubler, il y avait plus tant d'espace que ça, et que c'était un peu tendu et qu'il a eu un peu peur, quoi. Mais c'est tout ce qu'il a dit. Parce que même dans le virage, après quand il a pris les ornières comme ça, je crois que Jet était vénère après Freeze aussi. Ouais, parce que lui c'est pareil, dans les whoops il s'est fait gêner un petit peu. De fou. Non, puis les drapeaux bleus, il en a eu sur tout le tour, mais en fait, c'est irrespectueux. C'est ça qui est le plus énervant en fait avec Van Friesik. Tu vois qu'en fait, il a aucun respect pour personne. Et c'est dommage, parce que ce qu'il fait de bien partir et ensuite, tu vois qu'il bouchonne quand il est dans la course, même s'il est 3 secondes au tour plus lent que le mec derrière lui. Bon, oui, effectivement, tu te bats pour une position, fais-le, tant que tu vas pas aller couper des roues avant dans les sauts, quoi. Mais là que tu prends un tour, c'est bon. En plus, tu risques même pas de perdre une position. T'es pas en train d'essayer de doubler un gars devant toi pour des positions, et t'as pas un mec derrière toi pour des positions qui essaie de te doubler. Donc, range-toi 2 secondes, laisse passer, et c'est bon. Ouais. Quoi. Ouais. Quand est-ce qu'il va prendre sa retraite, lui? Tu veux pas, mais il anime le World X, donc pas tout de suite. Non, moi j'en ai marre de Vince Freeze. C'est bon, il m'a fatigué. On a Prado maintenant, on a plus besoin de lui. C'est ça, pour le coup, je le disais depuis un moment que. Alors je le disais à moitié en déconnant quand même, mais je disais souvent que Prado c'était le Freeze du MXGP, tu vois.
Parce qu'il est quand même largement meilleur, surtout en motocross. Mais la stratégie de course, c'est vrai que c'est un peu la même. Et enfin, moi, je trouvais quand même qu'il y a eu des années, enfin Prado, quand il accroche Erlings sur le saut d'arrivée à Teutschenthal, Ouais, mais moi, je trouve que t'as beau être à l'arrivée, tu sautes pas, hein, tu décolles pas à gauche pour atterrir au milieu ou à droite du saut, quoi. non, mais là, À un je pense que moment donné, c'était le saut d'arrivée, c'était fini, donc il fermait aucune porte, tu vois. Là, je pense Non, pas que c'était fait mais exprès, c'est juste- mais avant ça, dans le tour plus tôt, effectivement, avant de revenir sur la pit lane, il était tout à droite, et il est venu complètement à gauche. C'était vraiment chaud pour prendre l'ornière dans l'intérieur, Mhm. tu vois. Et c'était pas en l'air, mais même au sol, genre, tu voyais vraiment les virages qu'il te faisait dans la ligne, tu vois, pour venir te couper la tronche. Mais sur le saut d'arrivée, tu vois. Mais après, même, enfin, moi, sur les sauts, j'ai toujours trouvé que Prado, enfin, il s'est un peu plus calmé ces dernières années où, de toute façon, il était meilleur, il avait Ouais. moins besoin de faire ça pour gagner. Mais sur ces 2-3 premières années en 450, je trouvais que même dans les sauts, des Ouais. fois, ça décolle à gauche, ça atterrit à droite et tout. Et c'est des choses que tu peux pas faire, quoi. C'est dangereux. T'as un mec qui est sur le milieu du saut, à peu près au même niveau que toi, et qui, lui, décolle au milieu, atterrit au milieu. Si toi, tu décolles à gauche et que tu atterris un peu à droite, bah, tu l'as coupé en deux, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, sur ce saut d'arrivée en particulier, parce que je me souviens de Aubin qui dit tu peux pas faire ça, c'est n'importe quoi, machin. Et tu vois, je pense pas que sur le saut d'arrivée, alors que c'était fini et qu'il le voyait même pas dans son champ de vision, tu vois, pour se dire. Oui, il s'attendait pas à ce que Ouais, Erling soit là. je pense Clairement, vraiment pas que il sur- fermait pas une porte. Voilà. Mais après, tu vois, c'est un petit peu une culture ancrée en lui où il n'a pas cette notion que c'est pas quelque chose tu vois, même si c'est saut d'arrivée, quand tu sais que t'es pas censé décoller à gauche, atterrir à droite, bah, sur le saut d'arrivée, tu vas pas le faire non plus la plupart du temps. Parce que ta façon de sauter, c'est pas comme ça quand tu sais que c'est pas ok de le faire. Tu vois. Après, il y a des traces des fois qui le suggèrent. Enfin, tu vois, par Oui, exemple, sur un oui. trip, quand tu le prends de l'intérieur, que tu le prends à la corde, tu vois bien comment ça fait sur les traces. Donc ça arrive. Mais ouais. Et en plus, enfin ouais, Aubin au commentaire, il s'était un petit peu animé, mais Ouais. c'est parce que Mais parce voilà, que tout ton. c'est pas Erlings qui saute à droite et atterrit à gauche, et alors qu'on l'a jamais vu faire ça, et du coup c'est oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, hein. C'est Prado qu'on voit faire ça régulièrement, et jusque là il s'était rien passé, et là il se passe quelque chose, et du coup c'est pétage de câble, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'avant ça, dans le tour, je me souviens où il part de droite, il va complètement à gauche sur la ligne. Et pourtant, en GPS, sont quand même larges les pistes, mais pour vraiment fermer les portes. Bon, j'ai noté, Sexton il peut s'estimer heureux d'avoir fait 6ème. Voilà, il a vu Dieu sur le triple, hein. Ah ouais, oui. Ouais. Bonjour Seigneur, est-ce que c'est l'heure? Non, t'inquiète, Dylan est bon. Parce que quand tu vois la petite vidéo sur les réseaux de derrière, tu vois que Dylan, il tourne en l'air en fait. Il tourne en l'air pour l'éviter. Hein. Ouais. Du fait qu'il a sauté un peu en travers, il arrive à ramener la moto vers son corps plutôt que son corps vers la moto et à atterrir sur le bord du triple à droite de Sexton, alors que Sexton dévie un peu sur sa trajectoire. Oui, en Vraiment, plus, oui. c'était- Après, c'est qu'elle est là pour regarder à gauche, je crois, alors que Ouais, ça arrivait ouais. à droite. Non, c'était chaud de fou. Hein. Mm. Donc, en tout cas, Ça, je l'avais même pas vu, moi. Enfin, je sais pas si on le voyait de base dans la finale au début. avant le replay, non. Ouais, d'accord. Et même sur le replay, tu vois pas trop le saut de Dylan, tu vois juste qu'il atterrit juste derrière et qu'il sur une botte de paille à moitié, enfin une protection de piste. Mais ouais, c'était hyper chaud. Bon, après, il nous a fait une petite. Il a perdu l'avant comme Sexton sait le faire, quoi. Et Ouais, c'était vraiment bizarre là pour le coup parce qu'il a pas cassé l'ornière ou. Enfin, il était vraiment. non, mais il a ralenti accéléré et- trop tôt. Sa roue arrière n'était pas calée dedans. Et du coup, l'arrière glisse pour se caler dedans. Et tu vois qu'après, une fois que l'arrière se glisse, il perd l'avant. Mm. Parce qu'il est déséquilibré. Mais après, il fait une bonne petite remontée jusqu'à la 6ème place. Donc bon, c'est une place de moins que Thomas la semaine dernière. Et du coup, c'est ce qui vaut un point de moins au championnat. Mais j'ai trouvé que la piste en soi était... Moi, je l'ai trouvé moins stylé que la semaine dernière à Anaheim. Bon, le triple quadruple, oui, c'était cool. Mais l'enchaînement avant les whoops où toutes les bosses sont petites et de la même taille... bof. Et en fait, j'étais surtout déjà en voyant le plan de la piste, j'étais déçu de ne pas voir un seul enchaînement qui fait toute la longueur du stade. Donc j'ai trouvé que de manière générale, les enchaînements étaient assez courts. Et bon, après, il y a beaucoup de lignes droites où on repasse sur la ligne de départ. Ça allonge un petit peu le chrono, donc pourquoi pas. Mais ouais, dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu... pas nulle, mais un petit peu fade. Et après, je me demande s'il y avait vraiment de quoi faire de grosses différences pour Sexton pour remonter, tu vois. Après, d'un côté, enfin, on a Thomas qui part 7, qui remonte 1, Jet qui était 6, qui revient 2.
y a des pilotes qui ont trouvé des solutions, quoi, mais... Ouais, moi j'ai bien aimé par contre l'enchaînement avant le saut d'arrivée, tu vois. Déjà les doubles tapes d'affilée. Et puis t'as vraiment vu des mecs faire la différence là-dessus. T'as entendu ce que Digan il a dit à propos de cet enchaînement ? Non ? Il disait que parce qu'on lui avait parlé pour le quadruple et il avait dit ouais, le quadruple ça allait, il n'était pas si difficile à faire que ça. Oui, ça allait haut, mais bon, c'était si tu réussissais bien le triple avant, tu mettais gaz à fond et ça passait. Et il disait et puis après, moi j'aime bien les gros sauts, donc ça me va, j'en veux plus des comme ça. Et il disait, et même avant la ligne d'arrivée, je regardais pour sauter les 2 tables et la bosse, mais enfin, je comprends pas pourquoi les pilotes 450 ils le font pas. Et c'est vrai que parfois je vois des sauts comme ça où je me dis que si j'avais un peu plus de jus dans la moto, j'irais les faire, quoi. Ouais. Et on l'a vu aux essais, il a fait un moment triple en sortie de virage, puis il a sauté derrière les 2 tables, je crois, mais il n'arrivait pas à aller chercher la bosse encore derrière, quoi. Mais et je crois, oui, j'ai entendu les gars aux commentaires là, en parler de ça, et qui disaient justement, qui parlaient de tout sauter, mais que tu allais passer beaucoup de temps en l'air, ou alors il parlait juste peut-être de son saut d'avoir sauté les 2 tables, et qu'au final, tu passais beaucoup de temps en l'air, mais de toute façon, c'est sûr qu'en finissant avec un simple, c'était pas intéressant. Mais ouais, c'est vrai que tu t'aurais passé beaucoup de temps en l'air, et je suis pas sûr qu'ils auraient gagné du temps à faire ça, tu vois. Parce que la vitesse, tu vois, Roxane, il est très bon à ça, hein. À prendre de la vitesse sur les tables comme ça là. En World SX pareil, c'était impressionnant quand il prenait de la vitesse sur les on-off à chaque fois, les doubles on hein. Et là même chose, et putain d'ailleurs tu vois je voulais en parler, il faut le passer Webb là quoi. Ouais. Et on revient dessus et tout, justement et puis après je sais pas, il a ça l'a énervé et après il a dit non c'est fini. Je sais pas. Tu passes pas. Ouais. Après c'est dommage. Après c'est un petit peu fatigué sur la fin aussi, Roxane. C'est dommage. Mais d'ailleurs, Webb, j'ai noté sur le podium, alors qu'il s'était blessé, je sais plus si c'est au pouce ou au poignet en décembre, il a raté pas mal de semaines de moto. Donc il fait aussi un début de saison solide, quoi. C'est vrai que Webb, généralement, ça commence pas forcément si fort. Ouais, c'est pareil en termes de. Tu vois, c'est un peu à la Smith. En termes de résultats sur le papier, c'est très bien. Mais bon, il était quand même premier, il a fini 16 secondes derrière, quoi. C'est vrai. C'est vrai que là, pendant que Tomac, je pense que quand il était premier, il avait peut-être au moins 5 secondes d'avance aussi. Donc voilà, ça fait un différentiel où il a pris plus de 20 secondes sur la finale. Ouais. Il manque des choses, quoi. Ouais. Puis en plus, le problème, c'est que c'est pas que Tomac, c'est qu'il y a Jet et Sexton aussi. Et les trois ont quand même un avantage de vitesse sur lui. Ouais. Donc sur le papier, les résultats pas mal, bien, très bien. Mais en soi, sur la longueur d'un championnat et tout... Mais du coup, peut-être que Webb aussi, en Triple Crown, c'est là qu'il va aller chercher de gros points. Ouais, peut-être. C'est là que ça peut se faire. Bon, j'ai noté Jason Anderson absent. Alors, a priori, il était malade. Mais, c'est pareil, j'ai vu... j'ai pas l'accès moto verte, mais je crois que c'est eux qui publient un truc en disant ils nous expliquent pourquoi, machin. Donc, je sais pas ce qu'il avait exactement, mais apparemment, il y avait une raison qui expliquait sa contre-perf. Ok. Mais c'était peut-être ça, hein, peut-être malade, justement, tout simplement. Je m'attendais à un truc comme ça, de toute façon. Bon, Dylan 9ème. Ouais. Déjà en finale. Ouais. Sauf la vie de Sexton. Ouais. Non, j'ai vu du mieux. J'ai vu du mieux de Dylan là, un peu d'envie. Et surtout cette qualif. Faire un all shot en plus en finale, Dylan. Ouais, ça, par contre, tu vois, je sais pas si je l'ai notifié déjà la semaine dernière. Enfin, on a peut-être dit qu'il avait juste pris un bon départ. Mais là, sur tous ses départs, que ce soit en qualif ou en finale, tous ses départs, il part bien là. À part le LCQ la semaine dernière, quoi. Et encore, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Ouais, il était englué quand même. Non, il était dans le top 10, quoi, mais... Ouais. Il est pas parti 5, tu vois. Pas loin, je crois. Non, il s'est vite retrouvé 5 parce qu'il est bon, mais... Je sais pas, mais après, je pense qu'il a été très prudent justement aussi dans le premier virage pour le LCQ, voilà, pas mal stressé et tout. Mais non, en finale, en qualif et tout, il prend vraiment... je pense qu'il a réglé quelque chose avec de le manière départ. générale, il est assez prudent dans les premiers tours, Dylan. Parce que même quand il partait pas bien, il n'est pas comme Roxane à aller doubler 5 gars en 2 virages, quoi. Mais du coup, c'est pareil. Ça manque de vitesse, quoi. Tu vois, quand il est devant, justement, derrière, ça talonne et ça passe très vite, quoi. Pareil, un Sexton qui est tombé, qui est reparti bien derrière lui, il finit devant et bien devant, quoi, du coup. Donc, tu vois bien qu'il en manque. Mais par contre, en qualif, tu vois, de s'être arraché pour pas laisser la place à Malcolm, ça, c'était sympa, là. Tu vois qu'il en voulait un peu. Apparemment, ça a été chaud un peu avec Barcia à un moment donné. Je sais pas si t'as écouté son interview sur le Big. Ah non, j'ai pas entendu son interview,
mais ouais, j'ai entendu dire qu'ils se sont bataillés genre pendant la moitié de la finale tous les deux et qu'ils ils se sont embrouillés un peu à la fin, a priori. Ouais, que apparemment Barcia allait le voir enculé de français, machin, Non. insulté et tout, comme ça à la fin, directement à la fin, que Ferrandis il serait allé le voir du coup après dans les pits, tu vois, pour le dire là encore, apparemment encore enculé de français, machin, Mais non. et il lui dit, explique-toi en fait, dis ce qui va pas, dis qu'est-ce que j'ai fait en fait, parce que je vois pas de quoi tu me parles, d'où tu me parles, machin. Apparemment il était pas ouvert à la discussion, et c'est après Barcia qui est revenu vers lui en disant ouais, je m'excuse, j'aurais pas dû te parler comme ça, machin, donc il a dit oh, donc, bizarre le type quoi, mais Ah, il était encore un petit peu trop d'adrénaline à la finale, quoi. Ouais, c'est enculé de français, c'est quand même moyen, mais Non, ouais, c'est vraiment pas cool, quoi, mais bon. Ouais. Bon, après, parfois, surtout après une course de moto, ça arrive à beaucoup de gens de dire des choses qu'ils pensent pas vraiment ou qu'ils devraient pas dire, quoi. Ouais, mais après de là aller aux insultes, tu vois, tu peux le créer dessus en mode ouais, purée, apparemment, je crois qu'il l'accusait un peu de cross-jump justement. Il disait je vois pas où j'ai cross-jump. Dans les whoops, nos guidons se sont un peu touchés à un moment donné. Je driblais et il sautait et tout, et au final, ça a été un peu chaud, ça a un peu touché. Mais il dit, mais moi, je vois que là. Après, dans le reste, dans les enchaînements et tout, je vois pas trop de quoi il parle, donc c'est pour ça. Mais non, et puis en plus pour la 9e, 10e place, 8e place, du coup, c'était parce que je crois qu'il a fini juste devant Barcia. Ouais, Donc voilà, pour la 8e place, Barcia à un moment donné redescend, quoi. Va pas... Et encore, à la limite, en fait, c'est peut-être pour ça qu'il se le permet. C'est que, tu vois, ce serait pour la première place, il serait pas là en train de le dire, que les lumières des projecteurs sont sur eux, justement. Tu vois, un jet qui va serrer la main à Tomac, t'as les caméras dessus, et là, il viendrait pas là en disant, ouais, enculé de français, machin. Non, tu vois, quand Tomac, ça a été chaud, peut-être aussi, il y a quelques années, là, qui s'embrouillaient les deux, il n'y a pas eu enculé de Tomac, quoi. Donc, bon. Non, mais bon, ça se gueulait quand même dessus. Ouais, après, mais il dit ouais, je t'ai passé clean. Et après, il disait ouais, est-ce que Thomas qui disait t'as déjà dépassé quelqu'un clean, toi et tout. Il dit cette saison, oui, et l'autre, voilà, ça c'était animé, mais. Si t'es Barcia et que tu penses que Dylan t'a cross-jump, en fait, et qu'il l'a fait plusieurs fois, du coup, ça t'énerve et tu prends peur, en fait. Tu te dis là, c'est dangereux, il risque de me faire mal et tout. Donc, je pense que. Enfin, traiter d'enculé de français, ça s'excuse pas, hein, mais du coup, que tu sois vraiment vénère à la fin et que tu aies des propos pas très sympas, bah, tu vois, je peux le comprendre. Après, il n'a pas forcément raison parce qu'il ne s'est pas forcément fait cross-jump. Mais si toi, tu es dans la position où tu as l'impression que le gars, il t'a fait du Prado, à sauter à droite, atterrir à gauche devant toi plusieurs fois dans la manche et que tu trouves que c'est juste un comportement hyper dangereux, ça va forcément t'énerver et tu vas aller en toucher un mot à la personne après la course. Alors, en toucher un mot, d'accord, avec des nerfs et tout, ok, tu vois, dire c'est n'importe quoi, tu croches dump, machin, comme ça, ok, tu vois, tu montres que t'es énervé et tout. Après, de aller à insulter et tout ça, enfin, ouais, ouais, je suis d'accord que c'est petit. Ouais, Barcia, quoi, c'est à un moment donné, des fois, t'as l'impression qu'il a changé, qu'il a mûri, tu sais, le garçon, et puis des fois, tu te dis, bon, non, en fait, toujours pas. Ah, mais chasser le naturel, il revient au galop. Et un zèbre ne change pas ses rayures. Et le léopard ne change pas ses taches. Absolument. Et un chat garde ses moustaches. Bref. J'ai fait un podcast. Sur de la moto, hein, je précise. Bon. Autre chose à dire sur le 450 ? Non, je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est à peu près tout. Hein. Ouais. On a hâte pour Anaheim 2. Ouais. 2 séries de whoops sur la piste Anaheim 2. Tu regardes pas, toi, les plans de piste là ? De toute façon, t'as pas le temps de regarder quoi. T'as même pas le temps d'écouter la conférence de presse alors. Ouais. Non, j'ai pas trop le temps. Et puis, non, en vrai, le voir en 3D. Ah si, moi j'aime bien le voir en 3D. Puis à l'époque où on avait les jeux Monster Energy Supercross, j'aimais bien les faire aussi, du coup, en amont. Mais si là, tu vois, je pense que c'est une piste que je vais aimer regarder. Il y a un enchaînement un peu long où tu sais ça dévie un petit peu, donc ça fait, est-ce que tu le divises en deux ouais, mais ça permet de faire un truc un peu plus long, quoi. Après, est-ce que tu le divises en 2 enchaînements ou est-ce que tu le considères que c'est qu'un seul je sais pas trop, mais ouais, 2 séries de whoops. Il y aura le petit pont pour revenir sur la ligne de départ. La ligne de départ sera séparée un petit peu en 2 du coup. Non, ça peut être pas mal. Ils aiment bien faire ça là. D'ailleurs, on avait une 10e whoop. Ah ouais, à San Diego. Elle était petite, mais il y avait une 10e whoop. Pour que tu sois obligé de faire 4 à la fin ou 3-3-3 simple. Ouais. Bon, au final, vu qu'elle est petite,
quand tu sautes, ouais, si ça te ralentit peut-être un petit peu par rapport à juste un 3, mais tu mets roue avant en l'air et tu l'absorbes et puis voilà quoi. Mais et puis quand tu driblais, tu la sentais pas plus que ça, je crois. Mais bon, c'est pas mal. Disons que ça donne de l'espoir. Non, mais du coup, c'est marrant, c'est que du coup, elle n'est pas écrite dans le règlement, en fait, cette règle des 9 whoops. Non, parce que c'est pas une règle de l'AMA. Tu vois, le règlement, c'est l'AMA qui le fait. Mais ça, c'est une règle du promoteur Feld qui veut pas blesser les pilotes parce que c'est leur gagne-pain d'avoir des stars sur le terrain, quoi. Donc eux, ils ont dit non, on a remarqué qu'après 9 whoops, généralement, c'est là qu'il y a des blessures. Donc, ouais, tu vois, ça c'est pareil, ils en parlaient, ils ont fait des interviews et du coup, ils en parlaient là, entre les manches, tu sais. Sauf que, bon, c'est pareil, j'avais pas trop le temps. Je regardais en direct, mais en retard. Genre, ça avait déjà commencé, donc les pubs et tout, je les zappais. Okay. Mais du coup, ils en parlaient chacun et il y en a beaucoup qui disaient, ouais. Sexton il en voulait plus qu'effectivement Sexton il a dit ça dépend comment tu te sens sur ta moto. Voilà, que ça dépendait beaucoup, etc. Parce que tu l'as regardé au final cette règle. J'ai vu une partie parce que voilà, il a exactement dit ça dépendait mais que du coup il disait que la série de whoops c'est pas tant le nombre du coup mais c'est plus en fonction de comment tu te sens. C'est que quand tu en as 9 mais tu te sens mal sur ta moto, c'est quand même 9 whoops, c'est chiant. c'est pas facile et ça peut être dangereux quoi. Mais ouais, lui il parlait plus là-dessus. Barcia il en voulait plus. Je trouvais ça étonnant Barcia parce que c'est pas un gros dribbleur, c'est pas. Avant d'être sur la casse-casse, les whoops c'était quand même c'était pas un point faible quoi pour lui. Ouais, non. Après, non, mais c'est pas non plus un truc dans lequel il fait la différence. Tu t'attends à ce que voilà, un Jet qui est très bon dans les whoops, tu t'attends à ce qu'un mec comme ça, il te dise des whoops, j'en veux plus parce que c'est là que je fais la différence. C'est satisfaisant de venir rattraper un gars dans les whoops, de le dépasser, de le déposer dans les whoops. Donc, mais ouais, un mec qui est pas spécialement excellent dedans, quoi. C'est étonnant qu'il en demande plus, quoi. C'est pas là où il fait la différence, un Barcien. Ça dépend sur qui quoi. C'est pas là qu'il fera la différence sur un Tomac, mais tu vois quand il part mal et qu'il doit doubler Freeze et Arlan et les autres mecs privés de LCQ, tu vois, quand tout le monde peut faire 3-3-3 dans les whoops, c'est un avantage en moins pour lui aussi, tu vois, par rapport à ces gars-là. Ouais. Bon, écoute, tu sais, je te demande chaque semaine ton pronostic, mais je me souviens même plus des pronostics qu'on a donnés pour San Diego. Je me souviens que j'avais dit que Tomac allait gagner. Donc, ça, je comment. Moi, je me sens plus. J'avais mis un deuxième de Sexton. J'avais peut-être mis deuxième victoire de Sexton. Et par contre, après, j'avais mis. Non, je crois que tu avais dit Tomac aussi. Je crois que tu avais dit genre Tomac, Sexton et Jet. Je sais pas si tu avais mis Jet sur le podium. Je suis pas sûr. Ouais, parce que je me souviens que j'hésitais aussi avec Anderson et qu'au final, il me semble que j'avais refoutu sur le podium. Bon, quoi qu'il en soit, vas-y ton podium pour un AM2. Sexton, le comeback. Ouais. Le roi d'Anaheim. Ouais. Jet Tomac. Ok, moi je vais dire Tomac, Sexton, Lawrence. Jet Lawrence. Ouais, je vais dire ça. Je pourrais inverser Sexton et Lawrence, mais vas-y, il faut que Tomac marque des points là. Et 250 Toi, t'as dit Sexton, Lawrence, Tomac, c'est ça? Ouais. 250, je verrais Digan le réveil. Allez, on met sur un réveil de Digan. En vrai, je vois bien Baumer gagner une deuxième fois. Quand même. Je vois bien Baumer faire un doublé. Et puis, mais encore une fois, je te dis, j'ai vraiment du mal à séparer ce que je veux voir. Parce que je veux pas spécialement voir Digan. Prends-toi une gifle de plus, Digan. Petit teigneux, là. Non, vas-y, Baumer, Digan. Et le troisième, Smith encore régulier. Il y a qui d'autre à part Smith? Di Francesco, mais un cran en dessous. Ouais, je sais même pas ce qu'il a fait à San Diego, Di Francesco. Et il y a Cole Davis. Hein. Ah, vas-y, premier podium de Davis, vas-y, je dis ça. Moi, je vais dire Smith, Digan. Smith, Digan et Baumer. Ok. Ouais, allez, je l'attends comme ça. Si je voulais parler d'un petit truc vite fait, c'est que je trouve qu'en fait, c'est vraiment stylé la situation dans laquelle on est en 450. Parce que
si on part dans un cas complètement théorique et même imaginaire, où Tomac, il se fait pas le tendon d'Achille en 2023. Donc il gagne ce titre. Mais même, admettons, je sais pas, il casse une roue, il le gagne pas, peu importe, ça change rien. Bon, il roule en outdoor contre Jet, donc Jet fait probablement pas un grand chelem. Peut-être qu'il gagne quand même le titre, j'en sais rien, mais il fait probablement pas un grand chelem. Et après, tu arrives l'année dernière, en 2024, et tu vois, si en 2024, Tomac bat Jet dans des courses, là, genre à la deuxième course comme là cette année, bah Jet, c'est son année de rookie en Supercross, et du coup, c'est pas si surprenant, ça n'a pas la même valeur que là, Jet, c'est le champion en titre, il a fait un grand chelem en motocross, il a quand même dominé le Supercross l'année dernière au final. Enfin, quand tu regardes le championnat, il n'a pas vraiment dominé parce qu'il a mis du temps à se faire de l'avance, mais en vrai, il n'a jamais été vraiment non plus... Et puis il a gagné le plus de finales aussi. Ouais, et il n'a jamais été vraiment mis en difficulté, quoi. Enfin, comme on disait, c'était quand Jet faisait une erreur, Jet perdait, mais il n'a pas été battu à la régulière, quoi, l'année dernière en Supercross. Et donc je me dis que la situation dans laquelle on est, où au final Jet, il a déjà fait un grand chelem en motocross, il a gagné 2 fois les playoffs SMX et il est champion en titre Supercross, ça fait que tu as vraiment, d'un côté tu as Tomac qui a déjà quand même un statut de légende, où c'est le mec qui est le deuxième en termes de victoire de finale, et d'un autre côté tu as Jet qui montre qu'il va être tout ce qu'on pense qu'il pourrait être. Enfin, il va probablement l'être. Après, à quel degré? Est-ce qu'il va battre le record de McGrath? Est-ce qu'il va gagner plus de titres que Carmichael ou pas? On ne sait pas, mais on sait déjà que Jet, c'est quelqu'un, quoi. Et du coup, je trouve que ça rend les batailles entre Tomac et Jet encore plus savoureuses, quoi. Ouais, comme si Jet avait déjà un peu prouvé autant que Tomac et qu'on avait deux légendes qui s'étaient suivies tout au long de leur carrière presque. C'est ça, parce que... Un peu un Stewart et Reed. Ce que je me dis, c'est qu'imagine, du coup, en 2024, Tomac bat Jet dans son année de rookie. Et puis après, Tomac qui dit moi c'est bon, je plie bagage, retraite, j'ai encore gagné un titre. Ça. Tu regardes des années plus tard et tu dis oui, Tomac était sur la fin et il a décidé de prendre sa retraite quand Jet est arrivé, mais Jet n'était pas encore vraiment Jet parce que c'était sa première année, qu'il apprenait et tout. Que si cette année Tomac bat Jet, tu te dis Tomac il est sur la fin, mais Jet c'est Jet, quoi. C'est pas Jet, il était au début de sa carrière. Alors oui, peut-être que tu diras en 2025 la moto de Jet elle était pas ouf ou quoi, mais Jet en tant que pilote c'est déjà il a déjà établi le niveau qu'il a et ce qu'il peut être, quoi. Donc je trouve que du coup et puis même chose pour Sexton, du coup si Sexton bat Jet, tu vois, c'est plus waouh que si Sexton bat Jet en 2024. Ah oui, forcément, parce qu'il a déjà prouvé et il a déjà montré que c'était quelqu'un et qui continue sur cette lignée, quoi. Ouais. Bon bah écoute Clément, merci. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve la semaine prochaine après Anaheim 2 pour le Brap Show numéro 24. Allez, salut. Alors notre vignette bouche ouverte, elle a eu un peu de succès quand même, on a eu quelques clics sur YouTube, donc on va en refaire une. Ça va être un peu tout le temps la même, quoi. Forcément, sur notre on fait un truc différent, je sais pas, faire un sourire la bouche ouverte ou... Allez, c'est bien comme ça. Merci à tous. Ciao.